Ma vie et mon monde ont été détruits, et tout a commencé lorsque des tours mystérieuses ont commencé à apparaître partout dans le monde. Personne ne savait d'où elles venaient, ni pourquoi elles apparaissaient de nulle part, mais elles ont ensuite été surnommées les tours cauchemars, en raison de leur nature effrayante. C'est à ce moment-là que la tour cauchemar a commencé à choisir des personnes au hasard, leur donnant une chance de devenir des marcheurs de tour et de sauver le monde. Ceux qui ont répondu à l'appel de la tour ont été instantanément convoqués à l'intérieur. Pour commencer, ils ont reçu des équipements de combat par le système d'interface qui leur permettait d'utiliser une force et des compétences surnaturelles, du genre que l'on voit habituellement dans les jeux de rôle. Mais le pire, c'est que ce n'était pas un jeu. Pour les gens vivant à l'extérieur, les choses sont rapidement devenues cauchemardesques. Les tours ont bientôt déchaîné des vagues de monstres dans le monde réel, et ce phénomène a été appelé plus tard un impact de tours. L'humanité a riposté du mieux qu'elle pouvait, mais le premier impact de tours a anéanti près de 30% de la population mondiale. Les marcheurs de tours piégés à l'intérieur de la tour ne pouvaient rien faire d'autre que regarder la catastrophe se dérouler et voir leurs proches mourir. Comme ils ne tuaient pas vraiment de monstres à l'intérieur de la tour, celle-ci a été envahie par eux, et finalement, ces monstres ont pénétré dans le monde réel. Mais pour changer les choses, ils ont tous décidé de monter et de tuer des monstres avec l'aide des pouvoirs et compétences qu'ils avaient reçus. Pour les tenter et les détourner de leur chemin, la tour a astucieusement offert une opportunité sans pareille. Ils ont reçu un objet connu sous le nom de pierre de régression. Comme le nom l'indique, cela permettait aux marcheurs de la tour de revenir dans le temps au moment avant l'impact de la tour. Leurs souvenirs et expériences resteraient intacts après la régression. Certains n'ont pas hésité une seconde et ont profité de cette chance, tandis que d'autres se méfièrent de la pierre. Il s'avère que ceux qui l'ont utilisée n'ont pas vraiment voyagé dans le temps. Au lieu de cela, ils ont été transférés dans un univers parallèle, avec une chronologie différente. Donc, en gros, ceux qui sont retournés dans le passé ne réparaient rien pour ce monde actuel. Ils l'ont simplement abandonné. Alors qu'ils continuaient à monter dans la tour, les choses ne faisaient qu'empirer, surtout après le deuxième impact sur la tour. Alors, au lieu de mourir d'une mort pathétique aux mains des monstres, beaucoup ont décidé d'abandonner leur monde et de régresser. Le sort de ce monde a été laissé uniquement aux âmes courageuses qui ont résisté à la tentation de la pierre de régression, mais ils ne savaient pas que ce qui les attendait était la mort au 98e étage, la chambre du feu infernal. J1 a été complètement vaincu avec ses camarades, mais ils n'ont pas abandonné, se battant jusqu'à leur dernier souffle. Finalement, notre garçon a réussi à tuer le gardien de la tour au prix de la vie de ses amis. Son seul et unique ami, celui qu'il chérissait le plus, a également choisi d'abandonner cette réalité avec son dernier souffle. Cela a brisé le cœur de J1 de voir son ami faire un choix si pitoyable, mais le protagoniste n'a pas vacillé. Il a continué d'avancer et a finalement atteint le 99e étage, où il a dû affronter le gardien, le Wyrm de Givre Velchissus. Cela fait 10 longues années qu'il a atteint le 99e étage, combattant cette monstruosité. Bien que le 98e étage l'ait presque détruit, il sait que sans l'équipement abandonné par les autres marcheurs de la tour, qui étaient autrefois ses amis, il serait mort depuis longtemps. En ce moment, il est de retour dans les niveaux inférieurs de la tour, rencontrant un forgeron nommé Jay. Le forgeron est choqué que notre protagoniste veuille réellement défier ce monstre à nouveau, mais J1 n'hésite pas avant de le confirmer. Il ne reculera pas tant qu'il n'aura pas terminé ce qu'il a commencé. Voici un peu de contexte sur cet endroit. Il y a quelque temps, les marcheurs de la tour ont repris un village au 50e étage après avoir finalement vaincu le dragon qui le gouvernait. Ce village s'appelle maintenant Atapos. De tous les forgerons qui vivaient autrefois à Atapos, Jay est maintenant le seul qui reste. Jay est même triste parce que la demande de minerais qui venait toujours des étages inférieurs a presque disparu. J1 pense en lui-même que ce genre de résultat devait arriver tôt ou tard. Après tout, il ne reste presque plus de survivants. Jay s'arrête un instant, puis demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange lors de ses récents voyages à travers la tour. Et J1 se souvient de l'endroit où la pierre de régression avait été trouvée. D'étranges marques gravées à sa surface en lettres qu'il ne pouvait pas lire, bien que lorsque Jay demande, il dit seulement qu'il n'a rien vu. Son esprit dérive brièvement vers Hirin, la vieille femme qui a disparu seulement hier, laissant Jay et elle comme les derniers partisans restants à Atapos jusqu'à présent. Jay-Juan demande alors directement à apprendre la forge. La demande soudaine fait que le forgeron s'arrête en plein élan. Encore une fois, notre garçon est de retour au 98e étage, tentant à nouveau de vaincre ce dragon arrogant. Le monstre félicite le courageux marcheur de la tour, le reconnaissant comme le pionnier qui a réussi à atteindre le 99e étage tout seul. Le dragon peut avoir une carapace dure, mais notre garçon a déjà commencé à ébrécher ses écailles durcies. Peu importe combien de fois cela prendra, il est prêt à revenir sans cesse, jusqu'à ce que le monstre tombe enfin. Lors d'une de ses tentatives, il finit complètement écrasé, laissant son corps meurtri et contusionné. À ce stade, même le puissant dragon ne peut s'empêcher de reconnaître la détermination brûlante de ce jeune homme. J1 porte un désir inébranlable, une obsession singulière, une obsession de vaincre ce monstre et de donner un véritable sens au sacrifice de son ami. Cependant, le dragon croit que la défaite est inévitable et que l'échec est le seul destin qui attend J1. Mais notre garçon se précipite en avant après s'être libéré de la glace, entièrement prêt à prouver que le monstre a tort.
Il reprend sa position une fois de plus, s'appuyant sur la seule technique qu'il connaît, qui est la perforation. Le dragon trouve même amusant que le gamin continue de foncer avec le même vieux truc. Vous voyez, J1 n'a pas eu la même chance que les autres marcheurs de tour qui ont commencé leur carrière beaucoup plus tôt, leur donnant des opportunités d'obtenir des compétences uniques et des classes cachées. J1 n'avait rien à son nom, alors il a tout investi dans une technique simple mais dévastatrice, l'art de percer. Il transperçait ses cibles sans relâche, répétant le mouvement des dizaines de millions de fois. Cette maîtrise raffinée lui a même valu plusieurs surnoms. Son perçage devenait de plus en plus rapide, puissant et précis, évoluant finalement en quelque chose de comparable à une compétence de classe cachée. Et comme ce n'est pas une compétence réelle, J1 peut l'utiliser sans fin, sans consommer d'énergie spirituelle, contrairement aux capacités cachées. Même ainsi, même des centaines de milliers de coups n'étaient pas suffisants pour infliger des dégâts vraiment significatifs. Puis J1 remarque quelque chose. La faiblesse du monstre réside dans sa mâchoire. Au moment où le dragon ouvre sa gueule pour libérer un rugissement glacial massif, J1 saisit l'opportunité. Il transperce vers le haut de l'intérieur, détruisant un de ses yeux et brisant la moitié de sa mâchoire. Même après avoir tout donné dans ce coup, ce n'était toujours pas suffisant pour détruire complètement la gueule du monstre. Décidant de se montrer sérieux, le dragon prend son envol et déchaîne un barrage incessant de glace. J1 évite de justesse les attaques au début, mais finit par être submergé. Voyant cela, le dragon se vante de sa force. Longueur, convaincu qu'un simple marcheur de tour ne pourrait jamais abattre une bête de son calibre. Peut-être que les choses auraient été différentes si plus de combattants comme J1 avaient travaillé ensemble. C'est précisément pourquoi le dragon se sent satisfait de savoir que les humains stupides ont succombé à l'attrait des pierres de cauchemar. En entendant cela, J1 est surpris et exige que le dragon explique davantage ces pierres de cauchemar. Au lieu de répondre, le monstre commence à écraser tout ce qui se trouve sous ses énormes pattes, laissant à J1 d'autre choix que de battre en retraite pour l'instant. J1 se retrouve avec à peine de points de vie et un seul coup aurait suffi à l'achever. Pourtant, il est plus curieux que jamais. Il doit en savoir plus sur les pierres de cauchemar et ce que ce dragon sait vraiment. Pour obtenir les réponses qu'il cherche, il passe 5 ans à combattre le monstre. Enfin, ses efforts portent leurs fruits. Le cauchemar du 99e étage est vaincu, et le vainqueur est assis juste au-dessus du corps dévasté du monstre. Maintenant, avant que la vie du monstre ne s'éteigne, J1 exige de connaître la vérité sur les pierres de cauchemar. Le dragon, cependant, ne lui donne pas cette satisfaction. Il dit que J1 ne peut découvrir le mystère derrière elle qu'en atteignant le dernier étage. Avec ces derniers mots, le monstre meurt et notre garçon gagne l'épée du dragon de glace comme récompense, bien que, honnêtement, cette soi-disant épée ne ressemble pas vraiment à une. Voici venu le moment de vérité. La porte du dernier étage se matérialise juste devant lui. J1 avance sans aucune peur dans son cœur, même s'il ne sait rien de ce qui se trouve au-delà. En entrant dans le dernier étage, J1 réalise qu'il se tient dans un endroit étrange où d'innombrables panneaux de lumière flottent autour de lui, chacun affichant une image différente. De là, il voit l'état de la tour dans le monde extérieur et un topos également. Soudain, une voix vient de quelque part d'invisible, notant que notre protagoniste est arrivé tôt et le rassurant qu'il n'a pas besoin d'être tendu. La figure envoie une annonce importante et une notification du système apparaît devant lui, félicitant notre héros d'être la toute première personne à avoir entièrement terminé le tutoriel du jeu dans le monde 294. Le message va plus loin, déclarant que son record sera conservé de façon permanente dans la bibliothèque immortelle, le registre akashique lui-même, et que les monarques de la Grande Terre sont autorisés à le consulter. En lisant cela, l'esprit de J1 se remplit de toutes les terribles expériences qu'il a vécues dans la tour. Et maintenant il apprend que ce n'était qu'un tutoriel. La voix mystérieuse observe à quel point notre garçon est choqué et le prévient de ne pas trop s'en inquiéter, sinon il en subira les conséquences. Une énorme vague d'eau s'écrase sur J1 alors qu'une bête aux yeux lumineux apparaît. La créature commente qu'il est déjà allé plus loin qu'il n'aurait dû, mais loue la maîtrise qu'il a montrée pour un humain. Les éloges ne durent pas car la bête s'arrête soudainement au milieu de sa phrase alors que notre protagoniste émerge de l'eau. La figure remarque à quelle vitesse J1 s'est rétabli, bien plus rapidement que prévu. Il ne faiblit pas en exigeant de savoir qui est cet être. La figure rit simplement en réponse, admettant qu'elle s'est trop excitée et a complètement oublié de se présenter. Elle dit à J1 qu'il devrait être fier d'avoir atteint le 100e étage seul pour la première fois de l'histoire. Enfin, elle donne son nom, se révélant être Bête Pluie, le démon qui règne sur la tour du cauchemar. Cependant, notre héros ne peut s'empêcher de penser que tout cela n'était que le tutoriel, et demande s'il doit y avoir un vrai jeu qui attend au-delà. Le démon confirme qu'il a raison, mais insiste sur le fait qu'avant d'aller plus loin, il veut lui montrer quelque chose. Beast Rain claque des doigts et des scènes du voyage de J1 apparaissent. Notre garçon regarde les images se dérouler, à commencer par le moment où Seo-Yul rejoint son groupe. Il voit Seo-Yul et Yunhan à ses côtés alors que tous les trois riment ensemble, se présentent et combattent côte à côte comme une véritable équipe. Puis, des souvenirs sombres sont montrés où le corps de Seo-Yul est allongé blessé sur le sol et J1 tombe à genoux, appelant son nom à plusieurs reprises d'une voix tremblante. Ensuite, les derniers moments de Yunhan apparaissent.
Pendant ce temps, Beast Rain demande si cette montée de tristesse réveille des émotions que Jae-Wan pensait avoir enfouies. Le démon qualifie ses sentiments de perte de temps, mais offre quelque chose de cruellement tentant, une chance de revenir en arrière et de recommencer depuis le tout début, tout en gardant chaque souvenir exactement tel qu'il est. Le sourire de Beast Rain s'élargit alors que notre protagoniste réalise plus clairement que ce n'est pas du tout la fin du chemin, mais que l'invite qui brille devant lui n'est pas non plus un cadeau. Ce n'est rien de plus qu'un piège puisqu'il pensait pouvoir sauver le monde s'il gravissait la tour. Il se souvient de la fenêtre du système qu'il avait nommée comme le marcheur de la tour choisie, censé sauver le monde. Depuis le tout début, il n'y avait aucun moyen d'arrêter l'impact de la tour et ils avaient été trompés pour grimper. Sauver l'humanité était leur seul espoir. Jae-Wan rejette l'offre instantanément, déclarant avec une ferme résolution qu'il ne retournera jamais dans le passé. Beast Rain se moque de son refus, affirmant que personne ne peut s'accrocher à ce qui est déjà perdu, car la régression est impossible à la fois dans la tour et dans la grande terre. Le nom pierre de régression traverse les pensées de notre garçon, mais le démon brise l'illusion immédiatement, expliquant que la soi-disant pierre de régression n'a jamais été ce que les gens croyaient. En vérité, c'est la pierre de cauchemar, un joyau maudit qui entraîne quiconque le touche dans des rêves sans fin tissés par un démon des rêves. Ces mots sont plus tranchants alors qu'il rit à nouveau, disant que les humains sont probablement les seules créatures assez stupides et désespérées pour tomber dans un tel piège. Notre héros assemble les pièces et comprend la vérité dans son intégralité. Le jeu principal dont parlait Beast Rain n'est rien d'autre qu'une boucle sans fin, un cycle qui se répète sans jamais vraiment recommencer. Sans la moindre hésitation, Jae-Wan appuie sur non, déclarant fermement qu'il a déjà découvert la véritable vérité de la tour. La tour elle-même n'est qu'un autre rêve. Sa décision prise et son chemin clair, notre protagoniste jure qu'il traquera Beast Rain quoi qu'il arrive et grimpera jusqu'au prochain étage qui l'attend au-delà. Beast Rain continue de presser Jae-Wan et insiste sur le fait que la tour se termine ici, mais notre protagoniste l'ignore complètement, refusant même de reconnaître cette affirmation. Le démon passe à la moquerie, suggérant qu'il avance peut-être seulement parce qu'il est avide et veut plus que de simples souvenirs comme récompense, puis tente de tenter notre garçon en offrant des trésors cachés. Pourtant, Jae-Wan n'y pense même pas une seconde. Beast Rain se demande s'il veut retourner dans son monde, affirmant qu'il devait connaître cette vérité dès qu'il a réalisé que la tour n'était qu'un rêve, puis révèle que l'impact de la tour n'est même pas réel. Jae-Wan demande ce qu'il veut dire, et Beast Rain répond en montrant une vision où tout le monde à l'extérieur est vivant et indemne. Il continue d'expliquer comment des êtres comme lui vivent en groupe, soulignant que cela doit être une bonne nouvelle pour notre protagoniste, et change la vision vers une autre scène. Cette fois, c'est Jae-Wan dans une chambre d'hôpital regardant son propre corps inconscient allongé sur un lit d'hôpital avec tous les autres marcheurs, tandis que Beast Rain explique que bien qu'il ait passé des décennies à l'intérieur de la tour, un seul mois s'est écoulé dans le monde réel. Le démon recommence à se vanter, affirmant que notre héros ne pourrait jamais espérer le vaincre, qualifiant leur différence de semblable à l'écart entre un dragon et un humain. Jae-Wan lève simplement son épée et déclare qu'il a déjà tué un dragon, ce qui fait gronder Beast Rain qui le traite d'arrogant. L'instant d'après, les deux se percutent violemment. Plus tard, Jae-Wan entre dans un bâtiment, appelant Jae, mais n'entendant aucune réponse, et son esprit revient à tous ses combats avec Beast Rain. 72 jours se sont écoulés, et il n'a jamais réussi à porter un coup fatal. Pourtant, malgré tous ces combats, le démon ne l'a jamais tué non plus, et maintenant notre garçon réalise que c'est parce qu'il n'en avait jamais l'intention. Avec cela à l'esprit, notre protagoniste jure de continuer, peu importe le temps que cela prendra. Pendant ce temps, Beast Rain réfléchit profondément à Jae-Wan comme un produit à vendre, une graine qui refuse de pousser comme il le souhaite. Normalement, le processus est simple. Choisissez les bonnes graines pendant le tutoriel, nourrissez-les tout au long du jeu principal et regardez-les se développer. Mais celle-ci est l'exception, résistant à tout progrès quoi qu'on fasse. Le démon envisage de le tuer, mais la pensée de nuire à l'âme et d'attirer l'attention des moissonneurs le retient. Au lieu de cela, il décide de l'élever soigneusement et de faire fortune, s'imaginant monter dans les rangs supérieurs et effacer toutes ses dettes, surtout que même les dieux qui évitent habituellement les démons ont montré de l'intérêt pour Jae-Wan. Soudain, Jae-Wan l'attaque par derrière, ce qui pousse Beast Rain à demander quel est son véritable objectif, mais notre héros continue de brandir son épée sans s'arrêter une seule seconde. Le démon essaie de raisonner avec notre protagoniste, insistant sur le fait que passer au jeu principal profiterait non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui lui sont liés. Pourtant, Jae-Wan ne montre pas le moindre signe d'intérêt. Le combat devient plus intense jusqu'à ce que Beast Rain le projette au sol et recommence à crier, offrant chaque compétence et objet caché en sa possession si Jae-Wan accepte seulement. Cependant, notre garçon insiste pour le traquer, et alors que la patience de Beast Rain s'effrite, Jae-Wan finit par dire qu'il a une question. Plus tard, Beast Rain commence à expliquer que son univers est composé de plus d'une dimension, mais Jae-Wan l'interrompt, disant qu'il le sait déjà parce que des théories comme celle-là existent sur Terre. Le démon continue quand même, décrivant comment la Grande Terre est la dimension principale et comment d'innombrables mondes frontaliers plus petits, y compris la Terre, connue sous le nom de Monde 294, l'entourent.
Il explique que la tour du cauchemar existe pour que les marcheurs puissent acquérir des compétences et s'adapter au système afin de voyager à travers ces différents mondes, et que des démons comme lui sont responsables d'aider les marcheurs dans les jeux. Mais lorsque J1 demande pourquoi ils font cela, Beast Rain élude la question et se demande à voix haute pourquoi la tour est apparue spécifiquement sur le monde 294. Il révèle que ce monde a été choisi simplement par hasard. Notre protagoniste ne lâche pas prise et l'interrompt à nouveau, exigeant de connaître le véritable but du démon dans cette affaire. Beast Rain tente de s'en débarrasser en affirmant qu'il ne fait que du bénévolat, mais J1 refuse de le croire et insiste davantage, voulant savoir exactement quelle récompense il en retire. Le démon répond avec rien d'autre que des excuses vagues sur des motifs différents, mais avant que l'échange ne puisse aller plus loin, un message rouge apparaît soudainement au-dessus de Beast Rain de la part du monarque, lui ordonnant de ne pas tuer J1 et de mettre fin à la conversation immédiatement. Cependant, le démon, ignorant, se tourne vers lui et demande s'il le croit maintenant, mais J1 le fixe simplement en silence. L'écran de statut de J1 est rempli jusqu'au sommet, chaque statistique étant à son maximum et son niveau complètement plafonné, et peu importe les efforts qu'il y consacre, rien ne monte plus. Il renverse une potion et se relève. Même si tout ce pouvoir est le sien, l'écart entre lui et Beast Rain est quelque chose qu'il n'arrive pas à combler. Soudain, quelque chose frappe son esprit et notre garçon commence à ressentir une sensation étrange. En regardant devant lui, il observe des particules dorées brillantes flottant dans l'air. Il attrape l'un des fragments et remarque que parfois ce sont des particules lisses et fines, et parfois ce sont des morceaux rugueux et anguleux comme des morceaux de sucre. À ce moment-là, notre protagoniste comprend que c'est la vérité, les particules brutes qui composent l'essence même de ce monde. Maintenant, debout devant Beast Rain, J1 se demande à haute voix ce qu'est exactement un monarque, en supposant que ce n'est rien de plus qu'un titre pour un roi. Beast Rain remarque son intérêt et explique que les monarques règnent sur la Grande Terre et que quiconque termine le jeu principal reçoit une recommandation de l'un d'eux. Alors, notre garçon curieux demande ce que signifie réellement la recommandation, et Beast Rain répond que tout son destin dépend du monarque qu'il choisit. Il ajoute que si J1 lui fait confiance, il s'assurera qu'il serve sous le meilleur monarque possible. Beast Rain engage même son propre honneur, promettant de le guider dans le jeu principal si notre héros accepte. Le bretteur, après avoir réfléchi un peu, remarque que Beast Rain ressemble plus à un vendeur d'assurance qu'à autre chose. Pourtant, J1 accepte de suivre le plan, ajoutant que dans exactement 10 jours, il quittera cet endroit. 9 jours plus tard, notre protagoniste s'entraîne avec concentration tandis que Beast Rain observe depuis son écran, remarquant qu'il répète la même chose toute la journée et soulignant que le moment est presque arrivé. Ses pensées dérivent amèrement vers la façon dont les démons des rêves l'ont trompé pour acheter cette tour de mauvaise qualité. Il grogne entre ses dents, maudissant ses escrocs, se souvenant de la rapidité avec laquelle il s'est précipité sur l'affaire juste parce qu'il avait entendu dire qu'elle avait été construite par un démon de niveau expert. Plus tard, la vérité a piqué fort car ce n'était rien d'autre qu'une antiquité de première génération sans années de production enregistrées. Si cela avait été une tour de 3e génération, Beast Rain aurait pu terminer le tutoriel par la force sans endommager le produit, mais cette relique obsolète exige le consentement de son produit pour fermer le jeu. Le démon croit que son seul crime a été d'être trop fauché pour acheter mieux. Pourtant ça fonctionne, et avec demain qui arrive vite, il espère que tout se terminera enfin. Le lendemain arrive alors que le système affiche des conseils sur le jeu principal, parlant de l'arbre de l'illusion et de la Grande Terre, avant qu'un autre message n'apparaisse de la part du maître du jeu offrant de renvoyer J1 au monde 294 avec tous ses souvenirs intacts. Beast Rain demande s'il a mémorisé les données, et notre garçon confirme qu'il l'a fait. Puis le démon le presse de se dépêcher et d'appuyer sur Accepteur. Il verse des larmes de joie alors que son moment tant attendu est arrivé. Mais à sa surprise, J1 brandit soudainement son épée. Beast Rain se fiche de stupeur et exige de savoir ce qu'il pense faire. La prise de notre protagoniste sur son épée se resserre alors qu'il lui dit qu'il devrait déjà connaître la réponse, car il va le traquer. Depuis que J1 a observé ces particules, sa technique de perçage semble instable et il sent quelque chose d'étrange. Il a l'impression que quelque chose s'est éveillé en lui. La pression monte alors qu'une énorme griffe s'abat sur notre héros et son cou tranche en réponse. Beast Rain admet qu'il n'a jamais vu quelqu'un comme ça auparavant et que les choses auraient été beaucoup plus simples pour eux deux si cela s'était produit plus tôt. Des tentacules jaillissent et s'enroulent fermement autour de J1, le verrouillant sur place. Cependant, notre garçon souligne que le jeu ne peut pas se terminer sans son approbation. Beast Rain révèle calmement qu'il a renoncé à obtenir le consentement il y a longtemps, puis se demande à voix haute pourquoi J1 pense que le tutoriel ne se terminera jamais. Il explique que la tour des cauchemars est conçue pour se terminer automatiquement 100 jours après la fin du tutoriel. Par conséquent, Beast Rain décide de laisser notre protagoniste comme ça jusqu'à ce qu'il soit temps de jouer au jeu principal. Pourtant, J1 serre son épée en interpellant Beast Rain, puis mentionne qu'il sait qu'il est le farceur, âgé de 784 ans et ayant visité un total de 128 mondes, ayant passé son temps à cultiver les espèces dans chaque monde. Le maître de la tour est stupéfait et exige de savoir comment J1 peut savoir tout cela. Cependant, notre héros ajoute qu'il allait le livrer à Harvester, le monarque des ténèbres. Beast Rain commence à transpirer de panique en demandant qui est J1. Notre protagoniste explique avec confiance qu'il est le produit que Beast Rain a cultivé ici pendant des décennies. Au moment suivant, il libère une énorme quantité d'énergie, visant à vaincre le maître de la tour.
Jae-Wan avance de toutes ses forces en brandissant sa lame, frappant directement Beast Rain et le repoussant en arrière. Puis, ils s'affrontent avec leurs forces. En conséquence, notre garçon recule en glissant tandis que l'épaule de Beast Rain est blessée. Cela laisse le démon perplexe, puis quelque chose lui vient à l'esprit. Pendant ce temps, notre protagoniste prépare son épée tandis que Beast Rain se demande s'il est un joueur suradapté. Notre garçon se rappelle que depuis qu'il a atteint le 100e étage, il se demandait si le démon pouvait même le tuer. La réalité elle-même commençait à s'effondrer. Il a finalement compris poignarder quand il n'avait plus aucun doute. Il frappe le bouclier de son adversaire, le brisant complètement. Le système notifie la levée de la limitation de synchronisation. Puis le démon transforme son corps pour contrer Jae-Wan avec toute sa force, essayant de le faire se rendre. Alors que Beast Rain frappe, il admet être impressionné de voir notre héros atteindre le 2e stade d'adaptation après avoir juste terminé le tutoriel. Mais il pense qu'un humain ne peut pas vaincre un démon alors qu'il libère un grand nombre de pointes. Les pointes touchent Jae-Wan et son sang coule. Mais malgré tout, notre protagoniste serre son épée et décide de poignarder son adversaire quoi qu'il arrive. Il continue de poignarder alors que le compte monte de plus en plus haut jusqu'à atteindre finalement 10 milliards de fois. Enfin, Jae-Wan parvient à porter un coup puissant au démon, faisant réaliser quelque chose à son adversaire. Cependant, il est trop tard pour Beast Rain de faire quoi que ce soit, car notre protagoniste le vainc avec succès et pointe son épée vers le démon. Il déclare avec confiance que les humains ne sont pas juste des choses que les démons peuvent échanger et vendre. Avec une détermination inébranlable, Jae-Wan déclare qu'il détruira la tour et grimpera à l'étage suivant, puis jusqu'au sommet. Le plafond commence à se briser alors qu'il déclare qu'il verra la fin du monde que les démons ont formé. Une fenêtre système apparaît avec ses informations remplies uniquement de points d'interrogation. Beast Rain s'agite désespérément, le suppliant de ne pas faire cela, affirmant qu'il n'y a plus nulle part où aller. Cependant, notre héros refuse d'écouter. Son esprit se tourne vers les gravures qu'il a trouvées aux étages inférieurs qui ont révélé que les tours cauchemardesques ne sont que des imitations du premier cauchemar au sommet de l'arbre de l'illusion. Il réalise que ces messages ont été laissés par le créateur de la tour cauchemardesque, Moulak. Maintenant, notre garçon sait que cet endroit n'est qu'une racine, et parce qu'une racine existe, il doit y avoir une branche. Par conséquent, il libère son pouvoir pour détruire complètement le plafond. Ensuite, l'invite apparaît, déclarant la fin du tutoriel. Cependant, il n'a pas réussi à terminer le jeu. Après un moment, Jae-Wan se réveille dans un nouvel endroit, qui ressemble à une forêt. Il voit devant lui, car il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. D'énormes bêtes surgissent à travers les feuilles épaisses, grognant lourdement en entourant Jae-Wan. L'une d'elles bondit pour l'attaquer, mais il l'élimine facilement avec son coup peu profond. Le sol tremble soudainement alors qu'une bête imposante s'avance. En la voyant, notre garçon remarque instantanément que son coup peu profond ne suffira pas contre quelque chose comme ça. En utilisant son coup normal, il élimine la bête imposante d'un seul coup. Plus tard, il collecte toutes ses cornes. De manière inattendue, un cri déchire l'air et d'étranges personnes ressemblant à des fourmis apparaissent des arbres, l'une d'elles criant et pointant directement vers lui. Jae-Wan suppose qu'ils sont venus ici pour les cornes, alors il tend la corne comme s'il l'offrait pour obtenir des réponses, mais personne ne réagit. Au lieu de cela, celui qui est devant charge avec une lame, et notre protagoniste esquive rapidement tout en les avertissant de se calmer, ou il les éliminera tous. Lorsqu'il continue d'attaquer, il décide de les abattre. Après un court moment, tous les gens ressemblant à des fourmis sont étendus inconscients sur le sol. Alors que notre garçon est assis sur le corps de l'un d'eux en lui demandant de parler, la créature se mord la langue, le laissant regarder en silence. Plus tard, Jae-Wan commence à fouiller dans leurs affaires et trouve un petit sac à dos dimensionnel que le système explique lui offrir 70 pieds cubes d'espace pour ranger ses affaires. Il remarque que le système ne fonctionne pas correctement depuis qu'il a quitté la tour des cauchemars. Il avait supposé qu'il fonctionnerait de la même manière dans chaque monde, même dans le grand royaume, mais ce n'est clairement pas le cas. En cherchant, notre protagoniste trouve également quelques pierres colorées étranges qu'il transportait, et il s'avère que ce sont des pierres d'âme qui augmentent le pouvoir spirituel, ce qu'il découvre avec suspicion. Chaque ennemi qu'il a éliminé en avait une, ce qui le fait se demander si ces gens étaient des bijoutiers ou quelque chose du genre, mais il se contente de mettre le butin dans le sac à dos sans chercher à comprendre. Après cela, son épée ouvre ses mâchoires et dévore tous les cadavres. Pendant ce temps, il tombe sur un vieux parchemin et même s'il ne semble pas très important, quelque chose à son sujet le fait s'arrêter. Lorsque Jae-Wan le déroule, il voit les mots arbre d'imagerie, chaos, et se rappelle qu'il n'a pas trouvé cette information dans les fichiers que Beast Rain lui a envoyés. Ailleurs, le sol tremble alors que des bêtes accros surgissent. Étonnamment, une fille aux cheveux rouges sauvages, accompagnée d'autres personnes, fuit le chaos. Elle lance une arme qui manque complètement les monstres et frappe à la place le genou d'un grand gars aux cheveux roux, le faisant trébucher alors qu'il essaie de rire, se demandant comment elle a pu réussir un tel tir. Elle s'excuse rapidement, mais crie ensuite encore désolée, cette fois pas pour lui, mais parce qu'une bête à 2 cornes fonce juste derrière elle. Elle court vers 2 gars qui lui crient de s'arrêter, mais elle continue de courir en avant.
En haut, Jaewan observe la scène depuis un rebord rocheux et remarque tout de suite que la femme aux cheveux roux a le plus de pouvoir dans son groupe. Mais leur travail d'équipe est un vrai désastre et il ne peut s'empêcher de se demander comment ils ont même réussi à traverser la tour des cauchemars au départ. Le guerrier aux cheveux rouges se lance enfin en avant avec des flammes éclatant autour de lui et la fille le rejoint avec un sourire, mais son premier coup imprudent manque de peu de toucher son coéquipier. Il recule et lui crie dessus tandis qu'elle hausse les épaules sans s'en soucier et c'est à ce moment-là que notre garçon tombe soudainement d'en haut. Jaewan enfonce sa lame d'un coup net dans le crâne du monstre, projetant du sang alors que la bête s'effondre. Lorsqu'il se stabilise, il voit le guerrier aux cheveux rouges le fixer avec la mâchoire serrée et les yeux rivés sur lui. Une fois le chaos dissipé, les coéquipiers de la fille s'approchent de Jaewan et lui demandent nonchalamment s'il est d'accord pour qu'il le prenne. Son ami semble hésitant, soulignant discrètement qu'il ne devrait peut-être pas, car la corne vaut beaucoup. Ils expliquent que normalement il faut 10 personnes pour abattre une bête à 2 cornes. Cependant, notre héros ne dit rien, bien qu'il se souvienne que celui qu'il a tué plus tôt avait 5 cornes. Il en déduit que les monstres avec plus de cornes sont plus forts. La fille aux cheveux roux s'approche en exigeant de savoir qui il est vraiment, disant que même à travers tout le chaos, personne ne pourrait jamais abattre une bête à 2 cornes d'un seul coup comme ça. Elle insiste pour obtenir une réponse, voulant savoir d'où il vient, et Jaewan la regarde droit dans les yeux, demandant ce qu'est le chaos. La fille se fige sur le fait qu'il ne sait pas ce qu'est le chaos. La guerrière aux cheveux rouges fixe Jaewan et commence immédiatement à poser des questions, demandant son nom, pourquoi il est ici et comment il peut parler avec eux. Cependant, Jaewan ne donne que de courtes réponses en hochant et secouant la tête. Ils murmurent entre eux qu'il est inhabituel de rencontrer une barrière linguistique de nos jours. Quand l'homme aux cheveux roux demande s'il est d'accord pour qu'il prenne le cadavre du bicorne, notre garçon accepte sans se plaindre. Pendant ce temps, la femme aux cheveux rouges remarque que son combat était étrange puisqu'il n'a montré aucune véritable compétence et a tué la bête d'un seul coup. Après cela, elle essaie d'utiliser son pouvoir sur lui mais le système renvoie instantanément un message indiquant que cela a échoué. Elle découvre que son pouvoir spirituel n'est pas supérieur à celui d'un non adapté. Exigeant de savoir qui il est, elle le presse de révéler son identité et pourquoi il est ici dans le chaos en tant que joueur adapté. Lorsque notre protagoniste répète le mot unique, chaos, et se demande ce que cela signifie, la femme l'accuse de plaisanter, disant que ces mots n'ont aucun sens, demandant s'il a du mal à la comprendre. Mais Jaewan répond calmement qu'il la comprend parfaitement. Il tombe alors dans ses pensées, se souvenant de ses anciennes relations et affiliations sur Terre, mais réalisant que tout cela a perdu son sens au moment où il est entré dans la tour. Il s'est fait de nouveaux amis à l'intérieur, mais ses souvenirs ont été effacés après le tutoriel. Même s'ils sont encore vivants quelque part sur Terre, ils ne se souviennent probablement même pas de lui, ni de ce qui s'est passé dans la tour. Il répond à la fille aux cheveux roux qu'il ne se souvient de rien. La femme ricane, lui demandant s'il pense qu'elle va croire qu'il a une amnésie. Notre protagoniste réplique vivement qu'il n'a jamais dit qu'il avait une amnésie. Elle soutient que c'est pareil et continue d'insister de toute façon. Soudain, son épée commence à vibrer puis elle ouvre ses mâchoires. La fille aux cheveux rouges la reconnaît soudainement comme une arme spirituelle. L'épée commence à manger les armes que Jaewan a rangées dans son sac à dos. Les gens autour de lui murmurent qu'il nourrit son épée avec de l'équipement tandis que la fille est stupéfaite parce qu'il exhibe son arme spirituelle à tout le monde. Et il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Elle est clairement frustrée qu'il ait ruiné sa mission pour éliminer cet homme aux cheveux rouges. Puis une idée lui vient à l'esprit. Alors elle lui chuchote qu'elle a quelque chose à proposer. Peu de temps après, notre garçon apprend son nom, qui est Mino. Il en apprend également plus sur les personnes avec qui elle voyage. Ces personnes appartiennent au clan du renard rouge. Jaewan réalise immédiatement que sa soi-disant proposition est qu'il élimine ce clan, car elle l'a averti qu'ils viendront aussi après lui. Plus tard dans la nuit, l'homme aux cheveux rouges suggère qu'il devrait camper pour la nuit afin d'éviter d'attirer les bêtes cornues. Plus tard, notre protagoniste remarque que le village n'est pas loin. Grâce à son deuxième stade d'éveil, la compréhension, il a entendu la conversation des gens du clan du renard rouge, convenant que son meurtre à 2 cornes était juste à cause de l'arme spirituelle. Ils affirment que de telles armes ne peuvent être trouvées que dans l'abîme, également appelées les branches de l'arbre de l'illusion. Cependant, notre héros sait qu'il se trompe puisque son arme vient des racines. Bien que le démon lui ait dit que l'équipement dans la tour n'est pas très bon, il n'a jamais pensé que quelqu'un voudrait cette chose. Quoi qu'il en soit, il a réalisé que cet endroit n'est pas un grand royaume après tout. Après un court moment, l'ennemi commence à bouger. Mino surgit pour avertir notre protagoniste et lui dit d'utiliser l'épée qui avait absorbé d'autres armes pour éliminer les ennemis. Contre toute attente, il répond qu'il ne l'a plus car il l'a prêtée pour inspection, et elle s'énerve, le traitant d'imprudent. À ce moment-là, des membres du clan du renard rouge apparaissent. L'homme aux cheveux roux remercie Jaewan pour son arme, tandis que les autres membres sont surpris d'être appelés juste pour éliminer 2 personnes. Mino rétorque en les maudissant, et alors que les ennemis chargent, elle s'élance sans hésitation. Elle en frappe un à la tête et en frappe un autre en plein torse. Elle abat plusieurs adversaires en succession rapide, puis en repousse un d'un coup de pied.
Après avoir lancé une autre fléchette, elle retombe et s'excuse d'avoir lancé son arme si fort avec un sourire rusé. Puis elle invoque plus de dagues autour d'elle pour éliminer les ennemis restants. L'homme aux cheveux roux dit que depuis le moment où Mino a attiré les monstres ici, il avait déjà soupçonné que quelque chose n'allait pas. Mais maintenant, il est complètement certain qu'elle n'est autre que la célèbre sorcière du massacre. Il exige de savoir qui a envoyé un assassin de la forêt sombre jusqu'ici. Elle répond directement, disant que peu importe qui a donné l'ordre, car d'innombrables non-adaptés ont déjà été massacrés par le clan du Renard Rouge, et beaucoup veulent leur mort. Il rit, affirmant qu'il n'y a aucune chance que le clan de la forêt sombre se déplace pour quelque chose d'aussi trivial. Avant qu'il ne puisse continuer, ses dagues brillent vers lui dans une attaque soudaine, mais il contre l'attaque immédiatement. Puis il déclare que cela ne peut être qu'une mission personnelle. Élevant l'arme spirituelle, il lui dit que si c'est le cas, alors sa vie se terminera ici. Elle plisse les yeux, et il explique calmement qu'il n'est pas venu seul, puisqu'il a amené du renfort. En regardant autour, elle comprend ce qu'il veut dire, et remarque rapidement que chacun d'eux est au moins un adaptateur de premier stade. Lorsqu'elle compte, il y en a 40 au total. L'homme aux cheveux roux ajoute qu'affronter à la fois la sorcière de la forêt sombre et un homme qui a autrefois tué une bête à 2 cornes tout seul nécessitait ses effectifs. Puis il remarque que s'il avait su que l'arme spirituelle tomberait entre ses mains aussi facilement, il n'aurait jamais appelé son maître. Dès qu'il termine, une grande silhouette griffue s'avance et lui dit de voir cela comme un honneur. Ce nouvel arrivant est Clant, le renard noir, maître du clan du renard rouge et un adaptateur de 3e stade qui déclare que la moitié du clan du renard rouge s'est rassemblée ici pour la traquer. Elle répond par un sourire moqueur et se tourne vers Jaewan, lui demandant de lui accorder un moment. Lui lançant quelque chose avec une instruction rapide de courir, il l'attrape et trouve une pierre de cauchemar dans sa paume. Confus, notre garçon demande ce que c'est. Elle explique que c'est une pie, en fait une pierre d'évasion qui le téléportera à la forteresse la plus proche, mais elle n'en a qu'une. Il reste silencieux un moment, puis demande si elle retournerait dans le passé si elle en avait la chance. Elle dit calmement qu'elle ne reviendrait jamais. Si elle meurt ici, ça en vaudra la peine, mais elle ne reviendrait jamais en arrière. Jaewan la regarde et lui assure qu'elle ne mourra pas aujourd'hui, puis il bouge, frappant les ennemis avec son 2e épée et les abat rapidement. Juste après cela, une attaque lourde s'abat sur le champ de bataille alors que le roi du feu déchaîne sa technique. Pourtant, notre protagoniste fonce à pleine puissance, invoquant l'oubli, le 3e stade de l'éveil. Il tranche directement à travers la vague de flammes et de force qui arrive. Leur affrontement crée des ondes de choc qui déchirent le champ lorsque les armes s'entrechoquent. Même si le renard noir presse son attaque avec une force écrasante, la riposte le repousse. Lorsque la poussière retombe, c'est Jaewan qui se tient debout, récupérant son arme spirituelle de l'homme aux cheveux roux. Un moment plus tard, une énorme entaille bleue déchire le champ de bataille, dispersant les ennemis qui restent encore. Tandis que Mino observe la scène, elle appelle alors son nom. Lorsqu'il se tourne vers elle, elle s'approche et lui demande quelle est sa véritable identité, bien qu'il réponde qu'elle le sait déjà. Puis il souligne si elle a aussi perdu la mémoire, ce qui la rend mal à l'aise. Ensuite, elle exige le retour de sa pierre précieuse. Cependant, il mentionne qu'il l'a perdue. Sa voix se durcit alors qu'elle demande comment il a pu perdre quelque chose d'aussi précieux, mais il lui dit simplement de le chercher elle-même. Plus tard, Mino fait exactement cela, renversant tout ce qu'elle peut, mais la pierre reste introuvable, ce qui lui fait regretter d'avoir donné une pierre précieuse à un étranger. Bien que notre garçon la regarde et lui dise encore qu'elle sait déjà qui il est, lorsqu'elle insiste davantage, il finit par dire qu'il est un humain. Elle le regarde et demande s'il est sérieux. Il répond en lui demandant si elle-même est humaine. Lorsqu'elle admet qu'elle l'est, il lui dit que cela seul lui suffit. Elle s'assoit à côté de lui, admettant intérieurement qu'il a peut-être raison, car il suffit qu'ils soient tous les deux humains. Le lendemain matin, Mino demande à Jaewan s'il ne se souvient vraiment pas d'être venu au chaos, ou même d'avoir mis les pieds dans le grand royaume. Lorsqu'il répond que non, elle admet qu'elle l'envie. Elle explique aussi que la plupart des gens qui arrivent ici ressentent la même chose parce que leur arrivée est toujours liée à des souvenirs qu'ils préféreraient effacer. Il retourne la question et se demande comment elle est arrivée ici. Elle s'arrête soudainement de marcher et le prévient qu'il regrettera d'avoir posé cette question plus tard. Finalement, ils atteignent la forteresse de Gorgone. En entrant, Jaewan remarque une structure circulaire à proximité et réalise qu'elle ressemble exactement à un cercle d'invocation qu'il a vu au premier étage de la tour. Il s'approche, et à ce moment-là, une lumière rouge s'embrase. Une foule de personnes terrifiées apparaît à l'intérieur, criant et suppliant de l'aide. Mino jette un coup d'œil au groupe et remarque combien sont venus d'un coup. Elle mentionne que c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans le chaos, et de ne demander à personne dans le chaos comment ils sont arrivés. Puis elle lui souhaite la bienvenue dans le monde des morts, Chaos. Jaewan fait le lien et conclut que ceux qui meurent dans les grandes terres finissent soit choisis par les dieux de l'abîme, soit choisis par les maîtres du grand royaume. Les élus atteignent la gloire au combat, mais la plupart échouent, et finissent dans le chaos, la tige de l'arbre de l'illusion. Ensuite, Mino explique que si quelqu'un meurt à nouveau dans le chaos, la mort devient permanente et il est absorbé par l'arbre des illusions pour ses nutriments. Ceux qui meurent ne versent pas de sang car ils sont déjà morts. Notre garçon réalise qu'il vit parmi les morts.
Minot explique en outre que les tours de cauchemar sont les racines, le chaos est la tige, et l'abîme et les branches, ce sont tous les lieux de l'arbre des illusions. Avec cette information, Jae-won se souvient que cet arbre a été mentionné par Mulak, qui a expliqué que les racines existent uniquement pour soutenir le sommet de l'arbre des illusions. Il s'avère qu'il n'est vraiment pas au mauvais endroit et vise à aller à un endroit plus élevé. Peu de temps après, des soldats en uniforme se précipitent et commencent à prendre le contrôle, ordonnant aux nouveaux arrivants de se mettre en rang et de se diriger vers la salle de discours. Un officier distribue des vêtements, désignant un homme pour avoir l'air trop faible et maigre. Minot s'approche de l'officier, James, et il l'interroge sur sa présence au poste de contrôle nord. Elle répond qu'elle ne faisait que passer et qu'elle veut juste entrer. Cependant, il lui dit que de nouvelles règles exigent maintenant un certificat. Quand elle regarde Jae-won, elle lui demande s'il a son certificat. Étonnamment, il hoche la tête, ce qui déclenche quelque chose dans son esprit. Par conséquent, elle prétend à James qu'elle a oublié son certificat. Pour se couvrir, elle montre à James une corne de bête à 2 cornes et demande si cela fonctionne. Après un moment, il accepte. James demande alors le certificat de Jae-won, mais il lui dit directement qu'il n'en a pas. Minot laisse entendre qu'elle pourrait aider s'il le demandait, mais James l'interrompt et insiste sur le fait que personne n'entre sans papier. Jae-won acquiesce et commence à chercher quelque chose dans son sac à dos. Cela fait penser à Minot qu'il a dû décider de tuer les gardes pour entrer. Par conséquent, elle se place immédiatement entre notre héros et James alors qu'elle est sur le point d'expliquer quelque chose en paniquant. Cependant, une voix autoritaire l'interrompt, demandant ce qui se passe. Les soldats se figent tous lorsqu'un homme en uniforme apparaît, le chef Carlton, celui qui gère le poste de contrôle. Il s'approche de James et demande une explication. James pointe Jae-won du doigt et dit qu'il essaie d'entrer sans certificat. Carlton n'hésite pas et dit que l'entrée est impossible sans preuve d'identité. Il explique que l'inspecteur est autorisé à refuser toute personne qui en est dépourvue. Il commence même à lire les lois de la forteresse et utilise son code juridique pour faire agenouiller tout le monde. Ensuite, il mentionne également la loi de restriction. Cependant, Jae-won utilise sa lame pour trancher la barrière de code juridique de lui-même et de Minot. Il interrompt Carlton et demande ce qu'il y a réellement sur le certificat. Carlton dit qu'il répertorie l'identité, les antécédents et les données de compétences. Jae-won répond qu'il n'en a pas besoin parce qu'il refuse de lui montrer quoi que ce soit sur lui-même. Le chef est confus car son code juridique ne fonctionne pas sur notre protagoniste. Par conséquent, il décide de le détenir en vertu de la loi et invoque des chaînes en utilisant une compétence appelée Silver Restraint. Les chaînes avancent et tentent de s'enrouler autour de Jae-won, mais notre garçon résiste jusqu'à ce qu'elle se brise. Chaque garde reste figé de stupeur. Carlton exige de savoir comment cela a été possible. Après cela, notre héros décide de faire la même chose que Minot, ce qui lui rappelle qu'elle a soudoyé James en utilisant la corne. D'un autre côté, James devient pâle car c'est lui qui a accepté un pot de vin. Jae-won fouille dans ses affaires, sort quelque chose et le tend à Carlton. Pendant ce temps, James crie pour une exécution, mais Carlton le fait taire et demande directement à Jae-won si c'est son nom. Quand Jae-won dit oui, Carlton le regarde et déclare qu'il est le messager des vers. L'appareil balaie Minot et émet un avertissement que sa corruption de l'âme a dépassé la limite de sécurité, lui disant qu'elle doit prendre des médicaments. Carlton la regarde et lui dit qu'elle va beaucoup trop loin. Jae-won incline la tête et se demande ce que la corruption de l'âme signifie même. En prenant son médicament, Minot explique que c'est une maladie chronique que tout le monde à Chaos porte, le genre qui s'aggrave simplement en existant ici, et dit que c'est la raison pour laquelle les cornes des monstres cornus valent autant, car elles sont le seul médicament qui ralentit la propagation. Minot ajoute qu'elle a réussi à en obtenir un gratuitement grâce à lui. Ensuite, Carlton s'approche de Jae-won et dit qu'il est temps de vérifier son niveau de corruption en sortant le scanner. La machine clignote en vert, puis en orange, et enfin en rouge avant que la lecture ne tombe soudainement en panne. Juste après, le nombre sur l'affichage tombe directement à 0. Il est stupéfait avec James, puis il rend la pierre d'âme. Notre garçon demande s'il n'en veut pas, mais Carlton l'appelle le messager des vers et l'avertit de ne jamais donner de telles pierres à la légère. Notre protagoniste répond qu'il n'est le messager de personne et qu'il ne fait pas partie des vers du tout, mais Carlton répond qu'il le sait déjà. Plus tard, Minot et notre héros se dirigent vers la forteresse. James les observe de derrière et demande si les laissez-passer étaient vraiment sages. Le capitaine se tourne vers lui et lui demande s'il sait vraiment ce qu'est une pierre d'âme. James répond que c'est précieux et augmente le pouvoir spirituel d'un adaptateur, mais Carlton lui dit que ce n'est pas toute l'histoire. Il enlève un de ses gants et montre sa main brûlée, qui est l'effet de la pierre magique que notre héros lui a donnée. Il explique que seul un ver peut en porter une sans tomber dans la corruption, tandis que quiconque d'autre est consumé par elle. Il souligne que Jae-won ne semble pas du tout être un ver, pourtant il a manipulé la pierre sans problème. James demande si cela signifie qu'il lui fait confiance. Carlton dit qu'il ne fait pas confiance à l'homme, mais seulement à son âme, puisque l'appareil ne se trompe jamais. La seule fois où il ne peut pas lire, c'est quand une âme est complètement pure. Il affirme que l'âme de notre protagoniste est la plus pure de tout chaos, donc qu'il soit un green ou non n'a pas d'importance, car ce dont ils ont besoin, c'est simplement de quelqu'un qui peut manipuler la pierre. Quand James évoque l'état de leur maître et demande si c'est lié, le capitaine dit qu'il ne sait pas.
Cependant, il évoque des rumeurs selon lesquelles quelqu'un à la porte accepterait des pots de vin, et James se fige, réalisant qu'il a été pris. Pendant ce temps, à l'intérieur de la porte, notre garçon pense au processus pour faire entrer Minot, se souvenant comment Carlton a énuméré les règlements, et lui a dit qu'il la laisserait passer seulement parce que Jae-Wan l'avait demandé. Il l'a averti de ne jamais essayer de soudoyer à nouveau. Il dit ensuite à Jae-Wan qu'elle se rétablira bientôt. Lorsqu'ils atteignent un pont, notre héros demande à quelqu'un s'il connaît un forgeron assez habile pour manier son épée spirituelle, mais cet étranger dit qu'il doute qu'il y ait quelqu'un d'aussi compétent. En montrant son épée spirituelle, quelqu'un le voit sous le pont avec un sourire rusé. Plus tard, Minot se rétablit enfin et remarque qu'ils sont déjà bien en ville à ce stade. Puis Jae-Wan lui dit de suivre son propre chemin. Elle s'arrête, surprise, et exige de savoir ce qu'il veut dire. Elle lui crie d'attendre et l'accuse de l'abandonner, puis court après notre protagoniste pour lui demander s'il est toujours fâché qu'elle ait essayé de le laisser à la porte. Il lui dit que l'amener à la forteresse était suffisant et qu'elle ne ferait que le ralentir à partir de maintenant. Il déclare qu'elle et lui sont différents. Cependant, Minot le poursuit, insistant sur le fait qu'il ne connaît pas la ville et qu'il finira par avoir des ennuis. Il répond qu'il peut simplement demander son chemin, mais elle crie qu'il devrait lui demander à elle puisqu'elle connaît mieux les environs que quiconque. C'est alors que notre garçon lui dit enfin qu'il cherche un démon des rêves. Minot dit rapidement qu'elle pourrait savoir où se trouve le démon des rêves et propose de le guider. Notre protagoniste est d'accord, mais explique qu'ils doivent d'abord s'occuper de quelque chose d'autre. Plus loin, un groupe d'hommes apparaît et l'un d'eux signale qu'ils ont trouvé leur cible. Ils demandent à propos de l'épée spirituelle, mais Minot les avertit de partir avant que les choses ne se compliquent. Les hommes se moquent d'elle, disant que leur plus jeune aura 12 ans cette année, et affirment que le langage grossier est mauvais pour un enfant. Ils exigent l'épée spirituelle comme péage, ou ils laisseront le plus jeune s'en occuper. Cependant, notre héros les fait taire avec un visage impassible. Le chef ennemi avertit que rendre l'épée est le seul moyen d'éviter des ennuis, mais avant qu'il ne puisse terminer son discours, Minot lui crie dessus, en désignant leur plus jeune, qui est en fait un homme géant. Ignorant totalement ces avertissements, le géant s'avance et lève sa hache, mais la lame de notre garçon le frappe, lui coupant le bras. Jae-Wan leur dit que s'ils vont vraiment se battre, ils devraient se dépêcher. Un des hommes crie d'indignation, un autre l'accuse d'avoir coupé la main de leur plus jeune, et le troisième hurle qu'ils ne lui pardonneront jamais. Tout le groupe charge en avant et notre épéiste se met en mouvement pour les éliminer tous. Jae-Wan essuie son épée tandis que Minot le regarde, luttant pour comprendre comment il les a tous battus en les poignardant simplement. Il répond simplement que poignarder est la seule compétence qu'il a, ce qui la laisse encore plus confuse qu'avant. Elle cligne des yeux et se demande s'il se moque d'elle, mais ensuite il commence vraiment à expliquer ses différents types de coups de poignard. Coups légers, coups réguliers et coups forts. Cela ne fait qu'ajouter à l'étrangeté. Toute cette histoire lui rappelle quelqu'un qui utilise aussi une seule technique, bien que cette personne utilise des coups tranchants au lieu de coups d'estoc. Ensuite, elle demande pourquoi son coup avait raté auparavant et avait fini par faire exploser le toit. Elle pense qu'il a peut-être juste perdu le contrôle un instant, mais il lui dit qu'il a senti quelqu'un utiliser des compétences cachées dans cette zone et a volontairement fait exploser le toit pour les effrayer. Elle demande si détruire des toits est vraiment sa façon d'intimider les gens et il hausse simplement les épaules, se demandant si tout le monde ne fait pas ça. Puis Minot commence à proposer des noms dramatiques pour sa technique de coup, mais il les ignore tous et continue de marcher. Elle continue d'essayer avec d'autres noms pendant qu'ils avancent, mais notre garçon lui dit seulement de continuer à marcher et ne prend pas la peine de s'y intéresser. Finalement, ils arrivent à Twilight Smithy et Minot explique que l'endroit appartient en fait à un démon des rêves. Elle le conduit à une porte fortement renforcée et un ouvrier sort pour leur dire que s'ils sont là pour soumettre quelque chose, cela va prendre du temps car le responsable principal de l'atelier n'est pas là. Il ne reste que le vice-responsable qui est occupé à effectuer un test pour les autres ouvriers. À l'intérieur, un homme massif se tient près d'une table entourée d'apprentis et, posée dessus, se trouve une épée fabriquée à partir de la corne d'un quadorne. L'homme, Michael Garnard, est le vice-gérant de l'atelier et explique que la lame est terminée, mais qu'ils doivent encore percer un trou dans la poignée pour la finir correctement. Les apprentis sautent tous sur l'occasion de faire leurs preuves, mais il les avertit immédiatement qu'il est presque impossible de laisser ne serait-ce qu'une marque. Il promet que celui qui réussira pourra agir en tant que vice-gérant pour la journée. Ils s'avancent chacun leur tour, mais aucun ne réussit, et l'un d'eux finit même par casser son outil. Michael se moque du groupe, les traitant de faibles et les critiquant pour leur inutilité. Les tentatives continuent jusqu'à ce qu'un ouvrier accueilli à l'extérieur s'avance pour essayer, mais au moment où il le fait, Jae-Wan entre discrètement. Le travailleur commence immédiatement à crier que personne n'est autorisé à entrer comme ça. Michael regarde et voit Jae-Wan. Notre protagoniste s'avance en disant qu'il veut essayer et les travailleurs commencent à chuchoter, se demandant s'il est peut-être un forgeron itinérant. Michael ne se soucie pas de qui il est et insiste sur le fait qu'il va échouer, supposant qu'il se sent confiant seulement parce que les autres ont échoué. Jae-Wan demande simplement s'il doit continuer et faire le trou ou non, mais le vice-directeur commence à sermonner à nouveau sur la dureté incroyable des cornes de quadorne et comment ce n'est pas que son travail ne sont pas mauvais, c'est juste qu'il est à un autre niveau. Avant même qu'il ne termine, Jae-Wan tape une fois la lame avec un doigt et elle se fissure immédiatement et tombe en morceaux. Tout le monde se fige de stupeur et Michael commence à crier furieusement qu'il est fou d'avoir détruit quelque chose d'aussi précieux et demande ce qu'il est censé dire aux clients.
Jae-won répond qu'il y est allé doucement, disant que le briser complètement aurait été encore plus facile, puis il hausse les épaules et s'excuse nonchalamment. Le vice-directeur ne se calme pas du tout et crie qu'un désolé ne va rien arranger, surtout quand la corne quadruple était irremplaçable. C'est alors que Jae-won sort une autre corne de son sac à dos et tout le monde la reconnaît instantanément comme une pentacorne. Michael l'examine de plus près et réalise qu'elle vient d'un Granok. La pièce devient silencieuse, et quand Jae-won demande si c'est suffisant, Mikkel hoche simplement la tête. Avec la situation inversée, notre garçon demande s'il peut utiliser sa forge un moment, et Mikkel ordonne aux ouvriers de fermer les portes. Pendant ce temps, Minho décide de le laisser faire, et s'éclipse pendant que Michael commence à faire une visite complète de Twilight Smithy. Il accorde même à Jae-won le titre de vice-gérant pour la journée, et lui dit qu'il est libre d'utiliser ce dont il a besoin. Notre protagoniste hoche la tête et lève la corne de Granok, et l'homme, toujours curieux, demande où il l'a obtenu. Jae-won répond simplement qu'il a chassé le Pentahorn seul et l'a pris lui-même, ce que Michael ne croit pas une seconde. Jae-won demande alors de l'aide puisque c'est la première fois qu'il fabrique un fourreau. Le vice-gérant, confus, demande s'il envisage vraiment d'utiliser ce matériau pour un fourreau, mais Jae-won sort son arme et les yeux de Mikkel s'écarquillent. Cela ressemble à une réplique d'épée de dragon de glace, mais lorsqu'il essaie de saisir la corne de Granok, l'épée réagit violemment, libérant une explosion d'énergie et absorbant entièrement la corne. Mikkel réalise sur le coup qu'il s'agit en fait d'une arme spirituelle et que l'aura à l'intérieur appartient à une race de haut niveau. L'arme commence à changer de forme devant tout le monde en évoluant, et une fois qu'elle a terminé, tout le matériau a disparu. Notre garçon dit simplement qu'il en a une autre, étant une deuxième corne. Michael voit clairement que celui-ci provient d'une bête à 5 cornes, et Jae-won demande ce qu'il doit faire ensuite en tant que vice-directeur temporaire, disant qu'il veut observer le style de forge de Michael. L'homme demande s'il a un design en tête, mais Jae-won lui dit de décider. Michael se présente enfin correctement et promet de lui montrer son meilleur travail. Jurgen Shiver, le premier ministre de Gorgon, s'assoit avec un verre à la main, les yeux fixés sur l'homme agenouillé devant lui. L'homme essaie de s'expliquer, disant qu'après le massacre des gangsters de la rue, il a d'une manière ou d'une autre perdu la cible. Jurgen plisse les yeux, se demandant comment quelqu'un comme ça pourrait simplement disparaître, et l'homme admet qu'il n'en a aucune idée. Il décrit comment un moment tout était normal, puis soudainement tout est devenu noir. Lorsqu'il a repris connaissance, il s'est retrouvé sur un toit sans aucun souvenir de ce qui s'était passé entre-temps. Jurgen demande si la cible l'a vu, et quelque chose fait tilt. Qui que soit cette personne, elle a dû percer une compétence de furtivité de niveau maître, ce qui signifie qu'ils n'ont pas affaire à un adversaire faible. Jurgen conclut que la cible doit être au moins un adaptateur de 5e niveau. Avec cela à l'esprit, il ordonne une recherche à l'échelle de la ville, exigeant plus de personnes, plus de vigilance, et aucune erreur. L'homme encapuchonné s'incline, murmure son accord, et part rapidement tandis que le Premier ministre reste assis un moment de plus. Un grondement sourd secoue le sol alors que sa prise se resserre autour du verre, et il murmure à son seigneur d'attendre. Pendant ce temps, dans une taverne bruyante, un écran flottant montre Sirène animant le top 10. Elle annonce qu'il est temps pour la vidéo finale. Les images défilent. C'est ce fameux solo du 99e étage, avec une silhouette solitaire se déplaçant si vite qu'il n'est qu'un flou. Un client se demande à haute voix ce qui est arrivé à ce type, tandis qu'un autre plaisante sur le fait que tous les seigneurs l'adorent. Quelqu'un d'autre intervient avec les derniers potins. Tout le système de cultivation dans la tour a été arrêté parce que le démon qui le gérait a été pris en train d'essayer de truquer le résultat. Son ami rit, disant que le démon a tout abandonné et s'est enfui, et maintenant beaucoup croient que la vidéo est un faux. Ils commencent à se disputer sur pourquoi quelqu'un détruirait une tour de première génération construite avec des prêts empruntés. L'un insiste que le démon doit être gâté, tandis que l'autre plaisante qu'il l'aurait juste vendu à prix réduit. Il demande plus de bière, et le barman commence à servir, mais la pièce devient silencieuse lorsque la porte s'ouvre brusquement. Tous les regards se tournent vers Minho qui entre. Grande et fougueuse, elle se dirige directement vers le comptoir. Elle s'assoit et avant que quiconque puisse parler, un homme s'approche, complimentant son apparence. Il essaie de flirter, mais elle n'est pas intéressée. Avec un regard noir et une montée d'énergie sombre, elle lui dit de partir et il recule rapidement. Toujours furieuse, Minho murmure qu'elle se sent mal et jette une pièce d'or sur le comptoir, exigeant assez d'alcool pour la mettre KO. Plus tard, elle commence soudainement à crier à propos de Jae-won, se plaignant de son arrogance. Le nom de notre garçon revient sans cesse alors qu'elle fulmine jusqu'à ce que le barman soupire, mentionnant que tout le monde en a déjà assez entendu parler. C'est alors que Claire, la propriétaire de la taverne, intervient. Elle demande pourquoi Minho fait tant de drames alors qu'elle n'est même pas encore ivre, et questionne pourquoi elle reste avec quelqu'un qu'elle prétend détester. Minho rétorque que ce n'est pas ça, mais admet que chaque fois qu'elle voit Jae-won, quelque chose s'enflamme en elle. Elle se souvient comment notre protagoniste est entré directement dans le chaos, brandissant son épée, détruisant tout sur son passage sans hésitation. Elle ne peut oublier la façon dont il l'a regardé, répétant ces mots qu'ils sont différents. Minho souligne que tout le monde, y compris Claire, travaille dur juste pour survivre, mais ce type est arrivé de nulle part. Elle se souvient avoir demandé ce qu'il ferait s'il rencontrait un cauchemar, et tout ce que Jae-won a dit, c'est qu'il n'y avait pas d'intérêt à expliquer parce qu'elle ne comprendrait pas.
Elle se plaint qu'il l'ignore toujours et méprise tout le monde. Claire soupire, pose une main sur sa tête et dit que notre héros est juste immature. Elle avertit Mignot de garder ses distances. Mignot essaie de répliquer, mais l'expression de Claire se durcit lorsqu'elle dit que rester près de quelqu'un comme ça n'est pas courageux, c'est imprudent. Si Mignot continue à jouer avec le feu, elle finira par se brûler. Avant que Mignot puisse répondre, l'entrée s'illumine. Une traînée flamboyante fend l'air, se dirigeant vers le comptoir. Elle se retourne juste à temps pour attraper un oiseau doré lumineux, qui dépose une lettre scellée dans ses mains. Mignot jette un coup d'œil au seau de cire et reconnaît une lettre de Carlton Javier adressée à l'esprit de la forêt sombre. Elle se demande pourquoi il la contacterait, mais avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, une silhouette massive sort de la foule. Il croise son regard et demande si elle est la sorcière du massacre. Ses yeux s'écarquillent alors que sa main aux griffes acérées se tend, attrapant son poignet. Mignot sourit, admettant que c'est elle, mais l'homme l'attire plus près et lui dit qu'il a un travail pour elle et qu'elle va écouter qu'elle le veuille ou non. Ailleurs, à Twilight's Fall, le sol tremble alors qu'une explosion d'énergie se propage, projetant terre et débris tandis que Michael est repoussé en arrière. Une voix tonitruante rugit à travers le chaos, avertissant qu'il n'est pas autorisé à entrer ici. Michael lutte pour lever la tête, étourdi et secoué, juste à temps pour voir une figure monstrueuse se dresser devant lui, une bête terrifiante irradiant une présence écrasante. Figé sur place, il ne peut pas bouger. Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, la voix de Jae-Wan fend l'air. Notre protagoniste le regarde, rappelant à Michael qu'il était censé fondre l'épée, et que s'il veut vraiment aider, il ferait mieux de s'y tenir. Michael frappe son outil contre la corne encore et encore, mais peu importe la force de ses coups, cela ne laisse même pas la moindre marque. Il admet finalement la vérité, que le niveau de l'objet est bien au-delà de ce qu'il peut gérer. Jae-Wan secoue la tête et lui dit que cela n'a rien à voir avec le niveau. Avant que l'artisan ne puisse réagir, notre garçon lui saisit la tête et force le premier stade de l'éveil à s'enflammer, celui appelé doute. Puis, sans pause, il le pousse dans le deuxième stade, la compréhension, qui ouvre les yeux de Michael sur ce qui se tient vraiment devant lui. La corne devant eux commence soudainement à laisser échapper une matière non naturelle, et Michael recule en trébuchant alors qu'une brume noire s'élève jusqu'à inonder l'air. De l'obscurité, un pentacorne émerge lentement. Il s'écrase soudainement au sol avec une force si grande que la terre se fend et éclate autour de Michael et de notre protagoniste. Le combattant lui crie dessus, lui demandant de se ressaisir et de se battre réellement s'il prévoit de faire quoi que ce soit. Il fixe la bête, réalisant avec choc que c'est sa véritable forme et commence à se demander pourquoi il a perdu tout son temps à utiliser des compétences si petites et insignifiantes contre quelque chose comme ça. Cela semble trop irréel et il se convainc que tout doit être un rêve, donc s'il se réveille, alors tout disparaîtra. Marmonnant entre ses dents, il se précipite vers la porte, mais l'ombre massive du pentacorne combinée au son de la voix de notre garçon fait que ses jambes se bloquent dès le fear sur place. Jae-Wan expire, prêt à bouger, et dans un flou soudain, Michael surgit à travers la porte en criant à l'aide, pour s'arrêter net en voyant un flot sans fin de créatures mortes vivantes l'appelant vice-directeur dans le couloir. Un œil géant apparaît, fixant son regard directement sur lui tout en lui disant qu'il n'est même pas qualifié pour regarder cet endroit. Puis le sol se fend soudainement, le projetant en arrière et le laissant abasourdi et désorienté. Notre protagoniste ne le laisse pas se remettre. Saisissant le marteau de Michael, il fonce en avant et frappe contre la corne du pentahorn, utilisant l'ouverture pour se rapprocher. Il se précipite à portée de frappe, esquivant les mâchoires claquantes, et lorsque la bête se jette à nouveau, il est déjà là, poussant son poing en avant de toutes ses forces vers son visage. La bataille éclate dans le bruit, et le rugissement de Michael se joint au chaos alors que la lutte continue. Plus tard, à l'extérieur, Michael demande à Jae-Wan s'il va simplement s'en aller, et l'autre répond que son rôle ici est terminé. Michael propose de nommer l'épée, l'appelant Dakbul, et quand notre héros demande si cela signifie le héros solitaire, Michael insiste que c'est le nom parfait avant de se tourner pour partir. Les autres lui font leurs adieux, mais soudain, Michael l'interpelle à nouveau, exigeant de savoir à quoi il ressemble dans le monde de Jae-Wan. Notre garçon se retourne et, avec une réponse simple, lui dit qu'il a l'air humain. Alors que Jae-Wan avance, il remarque que Mignot le suit. Elle se demande à voix haute s'il craint qu'elle ne complote quelque chose. Lorsqu'il lui demande franchement si c'est le cas, elle répond directement que son plan est de le tuer. Il ne bronche pas et se contente de demander ce qu'elle espère en tirer. Alors qu'elle s'approche, elle lui tend un petit paquet, expliquant que ce sont des vêtements, en partie pour s'excuser et en partie parce qu'elle en a assez de le voir habillé comme ça. Elle lui demande ensuite ce qu'il compte faire maintenant qu'il a échoué à traquer le démon des rêves. Notre garçon mentionne que Michael a une fois évoqué une façon de le tracer, et une fois qu'il le fait, son plan est de se diriger vers l'arbre des images et de chercher le chemin vers l'abîme. Elle le presse à nouveau, se demandant pourquoi il irait aussi loin, et il demande simplement si elle est vraiment si curieuse. Mignot l'avertit que même s'il atteint l'abîme, ceux qui reviennent sont à jamais marqués comme des guerriers de l'abîme. Notre protagoniste dit qu'il n'a pas l'intention de revenir. Elle devient mal à l'aise et exige de savoir qui il pense être pour même essayer. Elle l'accuse d'avancer sans se soucier des autres, le qualifiant d'insensible, froid et pire. Mignot ajoute qu'il ne voit pas les gens ici comme des humains.
Peut-être qu'ils ne sont pas aussi forts ou courageux, mais ils sont toujours humains, tout comme elle. Jae-Wan se remémore ses moments avec elle, et en utilisant son pouvoir d'éveil, il remarque un message au-dessus d'elle avertissant de ne pas avoir d'idées stupides, et menaçant la vie d'une vieille femme si elle rompt leurs promesses. Il se demande si ces gens ont des otages pour mettre la main sur lui. Pendant ce temps, une silhouette encapuchonnée observe. Notre héros se demande si sauver l'otage vaut le risque, puis décide que c'est inutile puisque les sauver ne changerait rien. Parce que la suspicion lui montre la vérité de ce monde, où les chiffres et les données contrôlent tout et où les gens vendent leur âme pour des chiffres plus élevés, notre garçon décide de laisser Mino et de continuer à chercher le démon des rêves. De manière inattendue, elle brise le mur entre eux et tend la main vers lui. Mino déclare qu'ils ont fini de travailler ensemble, disant qu'elle ne suivra pas quelqu'un avec un but comme le sien. Jae-Wan la regarde s'éloigner, admettant qu'elle semble humaine maintenant. Ensuite, grâce à son aptitude d'éveil, notre protagoniste écoute le discours de la figure encapuchonnée derrière lui, qui murmure des malédictions à Mino pour les avoir trahis et admet qu'ils ont amené le démon des rêves pour rien. Notre héros ressent une montée d'excitation en réalisant qu'ils ont un démon des rêves avec eux. Plus tard, Mino marche seule dans les rues. Après un certain temps, elle pousse une porte et entre dans la taverne, s'excusant auprès de quelqu'un de l'avoir fait attendre. Une voix répond, et à l'intérieur, un homme se tient debout tandis que Claire est retenue par un individu étrange. Un homme nommé Janya, l'aîné des frères du trio Janya, demande pourquoi Mino est venu seul et pourquoi leur accord a échoué. Elle lui dit que la personne qu'ils attendent ne viendra pas puisque son but est de détruire le monde. Soudain, elle se lance en avant. Des lances de lumière fusent vers lui et Janya rit, la traitant de folle alors que des ombres s'élèvent à ses côtés. L'une d'elles se jette pour attaquer, mais elle bloque avec une lance et riposte, la forçant à balancer et la projeter à travers la pièce. Il ordonne à son allié de saisir quelqu'un, mais elle avertit qu'ils seront chassés par la forêt sombre s'ils le font. Janya répond qu'il n'y a pas de branche ici pour les arrêter et dit qu'elle et Claire seront mortes avant que quiconque ne le découvre. Une énergie bleue éclate dans sa main, formant 7 lances roses qui tournent ensemble comme les 7 dagues d'Akaram. Elle attaque, mais malheureusement, Janya bloque et ricane que ce n'est qu'un autre tour, promettant de la déchirer. Puis il s'arrête, et elle se souvient quand Jae-Wan lui a demandé si elle retournerait dans le passé. Elle sait qu'elle le ferait si cela signifiait finir avec lui à nouveau. Janya lève son arme haut, tandis qu'elle se demande si elle aurait vécu assez longtemps pour voir le monde s'effondrer. Avant que son coup ne frappe, il laisse bloquer. Jae-Wan apparaît. Choquée, elle demande pourquoi il est venu. Il répond que les vêtements qu'elle a donnés ne lui allaient pas. Elle demande si c'est vraiment la seule raison. Notre garçon serre son épée et exige de savoir s'ils ont le cauchemar, puis leur ordonne de le lui apporter. Les ennemis à proximité commencent à chuchoter entre eux. On se demande si Jae-Wan a complètement perdu la tête, tandis qu'un autre se souvient des rumeurs selon lesquelles il aurait défié la forteresse et insiste sur le fait qu'il ne peut pas penser clairement. Pendant ce temps, Mino avertit notre garçon que les ennemis devant eux sont des adaptateurs de 4e stade, des adversaires trop dangereux pour être pris à la légère, peu importe à quel point quelqu'un peut se sentir confiant. Pourtant, elle admet qu'elle ne croit pas vraiment qu'il perdra ce combat. Le chef du groupe ennemi, Janya, se précipite en avant avec 2 de ses hommes, déclarant qu'ils vont lui donner une leçon. Cependant, notre protagoniste balance instantanément sa lame en avant pour contrer leur attaque, puis se déplace habilement sur le côté pour éviter le coup suivant. Les hommes hésitent, incrédules, murmurant avec stupeur qu'il était censé être un non-adaptateur et se demandant s'il pourrait vraiment être le guerrier de l'abîme. Janya essaie de raisonner qu'un adaptateur de 4e stade devrait représenter à peu près le même niveau de menace, bien que la bête ait au moins réussi à résister à une attaque comme celle-ci auparavant. Claire pousse soudainement un cri de douleur. Un homme exhorte son camarade à ne pas hésiter et à en finir, frappant durement la captive tout en lui ordonnant de se taire. Mino se tourne vers Claire, l'exhortant à tenir encore un peu et promettant qu'ils la sauveront. Elle regarde alors directement Jae-Wan et lui demande s'il peut le faire. Notre garçon se demande pourquoi elle pose même la question, puisqu'il est venu uniquement pour le cauchemar et rien d'autre, mais il crie quand même pour qu'ils attaquent rapidement. Des figures squelettiques se précipitent en avant tandis que Claire rugit pour qu'ils avancent plus vite. Jae-Wan lève son épée lumineuse et alors qu'il le fait, un faisceau bleu brillant jaillit dans le ciel. Au loin, des soldats aperçoivent le pilier de lumière, et Carlton le reconnaît immédiatement, ordonnant à ses hommes de se mettre en marche. De retour à la taverne, un homme fait irruption en criant que la barrière est en train de céder. Les ordres fusent alors que Janya reçoit l'instruction d'encercler l'endroit. Les soldats se précipitent pour se mettre en position. Une escouade blindée entre et Carlton s'avance, appelant Jae-Wan, qui répond que le timing est parfait. Il pointe directement le groupe ennemi et les accuse d'avoir enfreint l'article 276, paragraphe 4, de Gorgone, en utilisant la taverne comme base pour tenter de détruire le monde. Janya réplique rapidement avec sa propre accusation, mais Carlton se range du côté du restrictor, citant les articles 174 et 124 de Gorgone, et déclare que pour les crimes de destruction illégale de propriété et de kidnapping d'un citoyen, les accusés sont placés sous restriction d'urgence. Des chaînes s'enroulent soudainement autour de l'escouade ennemie, et Carlton avertit que la résistance est inutile. Janya charge quand même en avant, et les armes s'entrechoquent jusqu'à ce qu'une fissure nette traverse l'arme du chevalier, alors que Carlton le repousse. Il saute en arrière, crie à son allié, et abat à nouveau son arme, mais d'autres chaînes jaillissent, s'enroulant fermement autour de lui et le projetant au sol. À bout de souffle, il admet qu'il va se rendre, et Carlton qualifie cela de choix judicieux. Janya sourit et le traite de naïf, puis lance une sphère noire qui explose en une fumée épaisse et étouffante.
Dehors, un homme aux cheveux violets observe en silence. Un autre l'interpelle, avertissant que le plus jeune a déjà respiré une partie des nuages noirs. Un homme masqué tient un compagnon blessé, le réprimandant de ne pas avoir porté son masque correctement et lui disant de tenir bon, car peut-être qu'une petite quantité peut encore être supportée. Une autre figure masquée se tourne avec colère, l'accusant d'avoir libéré les nuages noirs sans la permission d'Ark et exigeant de savoir si la sorcière du massacre valait vraiment un risque aussi dangereux. Black Serlang, l'aîné de Gumshin Bang, demande si elle est vraiment si dangereuse, mais l'homme secoue la tête et répond que ce n'est pas elle, mais Carlton, qui est le vrai problème. Serlang répond avec excitation que respirer le nuage noir lui sert bien. Il pointe alors vers notre héros, demandant qui cela pourrait être, alors que Jae-Wan sort de la taverne en soutenant Minho. Pendant ce temps, Janya le fixe, perplexe de voir quelqu'un sortir indemne des nuages noirs. Il admet qu'il n'a jamais vu quelqu'un des vers sans antenne. Leur groupe s'approche de notre garçon, rendant notre protagoniste mal à l'aise alors qu'il dégaine son épée. Notre garçon, avec son fourreau, canalise le pouvoir de Garnak et envoie une puissante aura d'énergie vers ses ennemis. Cela force certains d'entre eux à reculer, tandis que d'autres sont frappés si fort qu'ils sont projetés de côté. Avec cette poussée, notre héros déclenche ses attaques, frappant plusieurs adversaires et les jetant au sol, morts. Témoin de la situation, Serlang s'enfuit, criant à Janya de s'occuper de lui. Janya maudit Serlang, puis jette un coup d'œil à ses camarades tombés. Jae-Wan s'avance, réduisant la distance et ne laissant qu'un seul choix, exigeant que Janya révèle l'emplacement du démon des rêves. En entendant le nom, les yeux de Janya s'assombrissent et il donne un avertissement glaçant, lui disant que s'il est découvert qu'il a divulgué l'information, il souhaitera être mort. Sans autre option, Janya prend une pierre des âmes déchues. Notre protagoniste a déjà vu des pierres comme celle-ci, serrées par les villageois, les mêmes pierres que Minho avait expliquées n'étaient pas des drogues, mais une méthode pour ralentir la corruption rampante qui ronge l'âme. Cependant, le corps de Janya convulse violemment alors que la puissance déchaînée le traverse, tordant sa chair et remodelant ses os jusqu'à ce qu'une créature monstrueuse se tienne à sa place. Ce qui se lève est une bête morte vivante, traversant les rues avec une force sauvage et éliminant les gens sur son passage. Maintenant, Janya, transformé en ce monstre, peut voir la vérité du monde dans lequel il vit. Alors qu'il observe, il se demande de quoi il avait si peur, maintenant qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il envoie ses tentacules attaquer notre garçon, mais quand il voit que Jae-Wan est humain, il se demande comment un humain peut exister dans ce monde. Pendant ce temps, notre héros n'est pas capable de voir la vraie nature de Janya, même avec suspicion. Pourtant, il ignore cela et se concentre sur son ennemi. Utilisant son épée spirituelle, il abat instantanément Janya. Dans ces derniers instants, Janya aperçoit soudainement sa vie passer avant que son corps ne se disperse dans l'air, laissant notre protagoniste espérer trouver l'emplacement du démon des rêves auprès de ceux qui restent à la taverne. Minho avertit Jae-Wan de ne pas s'approcher, mais il la regarde simplement et remarque qu'elle a été malade. Avant que l'un d'eux ne puisse en dire plus, un homme masqué fait soudain irruption dans la pièce et appelle Carlton, qui depuis le sol lui ordonne immédiatement d'alerter les forces intérieures. Pendant ce temps, Minho se tourne rapidement vers notre garçon et lui dit de la tuer. Elle se répète, insistant pour qu'il la tue tant qu'elle est encore elle-même. Notre protagoniste la regarde, notant qu'elle est humaine, mais il ne comprend pas pourquoi son oubli ne fonctionne pas sur elle. Pourtant, il se rappelle qu'il n'a pas besoin d'émotions sur son chemin, donc il n'hésitera pas. Juste au moment où il est sur le point d'agir, quelqu'un crie de l'attendre. Claire se précipite en avant, lui attrape le poignet et insiste sur le fait qu'il pourrait encore y avoir du temps. Ils doivent emmener Minho aux installations médicales immédiatement. Il demande si elle peut vraiment survivre, mais la réponse est sombre. Si la corruption continue de se répandre, ses chances sont presque inexistantes. Avant qu'il ne puisse répondre, une alerte retentit dans la forteresse depuis les 4 Gorgones, annonçant qu'un homme mort-vivant a été découvert à l'intérieur et ordonnant une évacuation immédiate. La peur se répand instantanément alors que les gens paniquent et crient, puis un homme portant un chapeau apparaît avec des traits monstrueux et déformés qui prouvent qu'il n'est plus humain. La créature se jette et attrape un citoyen et presque immédiatement une autre charge dans la zone. Un homme en robe rouge intervient pour anéantir le mort-vivant. À l'intérieur de l'établissement médical, Claire se tourne vers Jae-Wan, se demandant à voix haute s'il est l'homme dont Minho a parlé, celui qui ignore toutes les règles, juge uniquement selon ses propres critères et décide lui-même de ce que signifie être humain. Elle dit qu'elle connaît des gens comme lui parce qu'elle en a déjà vu, puis explique que les gens ici ne se sont pas adaptés parce qu'ils n'ont jamais eu le choix. Notre héros répond que c'est parce qu'il manque de courage, mais quand elle insiste et demande « Courage pourquoi ?», il ne dit rien. Au lieu de cela, elle lui dit qu'il y a une chose qu'il doit faire et l'avertit qu'il devrait partir car ce sera dangereux pour ceux qui l'entourent, et elle ne supporte pas les gens comme lui. Cela amène notre garçon à se rappeler des difficultés passées. Pendant ce temps, un garde demande combien de médicaments il reste pour Carlton, et un autre admet que la plupart ont déjà été utilisés juste pour le calmer, ne laissant presque rien. James exige instantanément que tout soit apporté à lui, alors les médecins se précipitent pour le préparer. Jae-Wan regarde le médicament être administré, mais même si le médecin travaille rapidement, cela ne purifie pas le chef et ils ne peuvent que le supplier désespérément de tenir bon. Notre protagoniste demande alors s'il y a un moyen de ramener quelqu'un après qu'il soit devenu un mort-vivant, mais James rétorque que s'il avait la réponse, il ne perdrait pas son temps ici à faire cela.
Ignorant la colère, Jae-wan attrape Carlton et lui dit de se réveiller parce qu'il a quelque chose à lui demander, sans s'arrêter même quand James lui crie dessus. Étonnamment, Carlton bouge légèrement, lève les yeux, le reconnaît, puis lui serre la main fermement pour demander une faveur, d'être tué. Il insiste sur le fait que notre garçon est le seul à pouvoir le faire, mais Jae-wan demande pourquoi il ne demande pas à être sauvé à la place. Carlton explique que c'est la loi pour ceux qui perdent leur âme. Le compteur de corruption monte soudainement à 94%, et à ce moment-là, Zahir, le chef exterminateur de la Grande Force d'Extinction des Morts et un adaptateur de 5e stade, s'avance en dégainant sa lame. James crie immédiatement de s'arrêter, mais Zahir l'ignore et déclare qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 4 de la loi spéciale Gorgon, Carlton, chef du poste de contrôle Nord, sera exécuté immédiatement. En gros, le chaos est un monde spirituel. Les gens ici ne peuvent généralement pas supporter l'idée d'un temps infini trop longtemps et finissent par perdre leurs souvenirs, devenant les monstres connus sous le nom de morts vivants. Il est essentiel qu'ils consomment des pilules régulièrement pour maintenir leur santé mentale. Sinon, le risque devient trop grand. Même le plus faible des morts vivants est au moins aussi fort qu'une bête à 3 cornes. Chaque fois que quelque chose comme ça se produit, les 4 forteresses du chaos ont une seule priorité absolue, abattre les morts vivants. Revenons à l'histoire, où Jae-hir annonce un adieu à l'inspecteur du point de contrôle Nord, Khalfon Javier. Cependant, alors qu'il est sur le point de brandir sa lame, Jae-wan l'arrête à main nue, choquant tout le monde. Jae-hir souligne l'urgence de la situation à notre garçon, expliquant que Khalfon Javier est déjà un adaptateur de 5e rang et que s'il se transforme en monstre, les conséquences pourraient être catastrophiques. En entendant cela, notre protagoniste offre la corne d'une bête à 5 cornes. Un officier est choqué, incapable de croire qu'il possède réellement un tel objet. Ne manquant pas l'occasion d'être féroce, notre héros écrase la corne supposément indestructible avec sa main et la donne directement à Cartlon et Minot. Tout le monde regarde avec incrédulité. James est presque en larmes, voyant enfin la contamination être maîtrisée. Cependant, le corps de Minot est trop faible pour arrêter le processus et elle deviendra une morte vivante malgré le médicament. Sa contamination atteint 95%. À cause de cela, Jae-hir décide de l'éliminer immédiatement. Claire proteste, insistant pour qu'ils attendent le médecin qui peut effectuer le coup mortel. Jae-wan ne sait pas ce que c'est. Un garde mentionne que le médecin est occupé avec le maître de la forteresse et qu'ils ne peuvent pas appeler le médecin divin pour une affaire aussi mineure. Alors que Jae-hir s'avance pour éliminer Minot, notre garçon bloque son chemin, déclarant que c'est lui qui devrait la tuer puisqu'elle le lui a demandé. Après que Jae-hir se soit écarté, Jae-wan utilise sa technique de suspicion. Soudain, il est enveloppé par une lumière immense et transporté dans un autre royaume, un fond blanc infini. Il voit Minot sur le lit, observé par un petit vieil homme. Cet homme se demande à haute voix qui a pu faire cela à la bonne vieille Minot. Le vieil homme remarque Jae-wan debout derrière lui et est stupéfait que quelqu'un puisse accéder à ce royaume. Il perçoit la pureté mais aussi la mesquinerie dans l'âme de notre héros, pourtant Jae-wan est incapable d'utiliser la suspicion pour voir la véritable nature de l'homme. Il ne peut même pas exclure que cela puisse être la source de la contamination de Minot. Notre protagoniste attaque et le petit homme riposte avec une entaille de son cru. Tous deux sont stupéfaits lorsque l'autre bloque l'attaque. Au moment suivant, le coup de Jae-wan brise la lame du vieil homme, une épée forgée à partir de la couronne d'une bête à 4 cornes. Tous deux retournent au chaos de ce royaume étrange. En voyant le vieil homme pleurer, Jae-wan remarque qu'il est presque sûr d'avoir cassé l'épée lui-même. Il s'avère que le nom du vieil homme est Cheongyo, le docteur de la destinée, également connu sous le nom de médecin divin. Jae-hir se souvient que le docteur était censé être occupé au château, mais Cheongyo admet qu'il ne se soucie pas de ce qui s'y passe. Il ne peut tout simplement pas laisser une beauté comme Minot mourir. Furieux contre notre garçon, Cheongyo le blâme de ne pas avoir réussi à effectuer le coup mortel et d'avoir perdu son épée de bête à 4 cornes, ce qui signifie qu'il ne peut plus sauver Minot. Soudain, les yeux du docteur se posent sur l'épée spirituelle de notre héros, et il est instantanément excité, louant son apparence et demandant d'où elle vient. Notre garçon lui attrape le bras et demande si, en lui laissant utiliser cette épée, il sauvera Minot. Cheongyo est complètement confiant, bien qu'il soit perplexe que quelqu'un confie une épée si précieuse à un étranger. Prenant l'épée avec son fourreau, il s'émerveille de sa puissance, si semblable à celle de son propriétaire. Puis le fourreau commence à émettre une aura, et le docteur est ravi de montrer ses compétences à notre protagoniste. Le docteur utilise quelque chose de très similaire à la suspicion de notre garçon pour découvrir la véritable nature des choses. Malheureusement, le docteur s'effondre avant de terminer le coup mortel, admettant qu'il n'a pas assez de mana. La tristesse sur son visage révèle ce que cela signifie, et cela empire alors que le royaume dans lequel il se trouve commence à s'effondrer, indiquant qu'ils sont presque à court de temps. Le croquis de Minot par le docteur commence à s'effacer. Cependant, notre protagoniste serre son épée, rendant Cheongyo mal à l'aise car il est certain que personne ne peut copier son coup mortel. Notre héros l'ignore et décide de faire de son mieux, même si ce n'est qu'une imitation d'Anima. Pourtant, le docteur lui dit que c'est inutile. On ne peut pas simplement imiter le sort après l'avoir vu une fois. Il réprimande notre garçon pour avoir tenté quelque chose que la personne moyenne ne peut même pas imaginer. Jae-wan n'est pas doué pour les coups ou quoi que ce soit de ce genre, mais il croit que le vieil homme fait simplement du bruit pour rien. Il lui dit de se taire pour qu'il puisse se concentrer. Il se concentre sur chaque trait de la bonne vieille Minot pour dessiner son croquis. Se déplaçant sur la vaste toile, il pense à sa malice, sa chaleur, son regard confiant et chaque impression qu'elle a laissée sur lui. Il la dessine habilement, ajoutant même le grain de beauté sous son œil.
Soudain, une voix familière lui dit qu'elle est reconnaissante qu'il ait bien dessiné son grain de beauté. C'est Minot qui lui sourit depuis le lit. Ils sont tous de retour dans le monde réel maintenant. Sa contamination diminue et la transformation en mort-vivant s'est arrêtée. Claire demande anxieusement à Minot si elle va bien. Chong-Yo observe alors qu'une partie de l'énergie mesquine de notre garçon a disparu. Bien qu'il se sente toujours comme un enfant de 10 ans, il exige de savoir qui est Jae-wan et où il a appris le coup mort-vivant. Pendant ce temps, Jair reste sceptique quant au fait que quelqu'un comme notre protagoniste ait pu reproduire la technique du médecin, mais le vieil homme le confirme. Il explique que tout le monde ne peut pas s'adapter et apprendre quelque chose comme le coup des morts vivants. Il faut être éveillé comme lui. Les éveillés sont ceux qui ne sont pas affectés par les règles du système et leurs actions peuvent perturber l'équilibre au sein de Chaos. Seule une poignée de joueurs dans le grand royaume ont atteint cet état. Ensuite, Jair veut une confirmation que Jae-wan est vraiment un joueur éveillé, car d'après ce qu'ils ont discuté plus tôt, cela signifie qu'il y a de l'espoir pour sauver le maître de la forteresse. Ils conviennent que c'est maintenant la priorité absolue. Soudain, des hommes autorisés par le cercle intérieur entrent dans la tente, dirigés par le capitaine de l'unité Dark Soul, un adaptateur de 5e stade et chef des gardiens du Premier ministre. Jair devient confus, car l'unité Dark Soul n'a rien à voir avec les morts vivants ou leurs remèdes. De manière inattendue, le capitaine de l'âme sombre s'agenouille devant notre héros, l'appelant le messager des vers et se présentant. Le docteur et Jair sont tous deux perplexes, car Jae-wan ne ressemble à aucun messager de Nokmyong. Cependant, le capitaine de l'âme sombre lui demande de les accompagner au château. Plus tard au château, le premier ministre Jurgen salue notre épéiste et se présente. Jae-wan ne donne que son prénom, ce qui fait rire le premier ministre, trouvant notre garçon aussi réservé que Chong-Hayo. Il demande ensuite si notre protagoniste est vraiment un représentant des Verts. Notre héros secoue la tête sans hésitation, stupéfiant le capitaine de l'âme sombre. Pendant ce temps, le docteur souligne que notre garçon peut manipuler les pierres des âmes déchues, ce que seuls ceux du clan Nokmyong peuvent faire. Il veut savoir comment Jae-wan est capable de manipuler les pierres, et où il les a trouvées en premier lieu. Jae-wan dit simplement qu'il a trouvé les pierres quelque part, et n'a jamais eu de problème à les manipuler. Le capitaine Jahir, maintenant curieux, demande ce qui est arrivé aux personnes de qui ces pierres ont été obtenues. Jae-wan ne cache rien, révélant qu'ils sont morts. Jair est stupéfait, se demandant ce qui a pu se passer et ajoute que ces individus sont membres des grandes familles du grand royaume. Notre protagoniste déclare calmement qu'il est celui qui les a tués. Jair éclate de rage avant que le premier ministre ne lui demande de se calmer. Jae-wan explique qu'ils l'ont attaqué en premier pour prendre sa corne, alors il s'est défendu. Cette explication a parfaitement du sens pour le premier ministre Jurgen Shiverey, qui note que le clan Nokmyong a toujours été assez avide. Il demande ensuite à notre garçon ce qu'il a fait et quels sont ses projets maintenant qu'il est entré dans Chaos. Quelques instants plus tard, le Premier ministre assimile ce qu'il vient d'entendre, répétant ce qu'il comprend du récit de Jae-wan. En gros, notre protagoniste a été amené dans Chaos par hasard, a rencontré l'une des grandes familles, et par un autre coup de chance, a volé leur pierre d'âme. Par ce même hasard, il est entré dans la forteresse et a continuellement rencontré des histoires de combat que d'autres n'avaient fait qu'entendre. Le plus récent exploit de notre garçon a également consisté à imiter commodément le maître du médecin divin en tranchant des morts vivants. L'histoire semble hautement improbable et le médecin se demande si le Premier ministre le croit vraiment. Chong-Hayo remarque que si le Premier ministre croit si facilement ce que dit Jae-wan, il doit être sous l'effet d'être éloigné du maître de la forteresse depuis si longtemps. Le Premier ministre demande alors si son corps physique est vivant. Jae-wan est stupéfait. Il réalise maintenant qu'après avoir échappé à la tour, il était essentiellement un esprit, donc Chaos a dû le prendre pour quelqu'un qui venait de mourir, le plaçant dans cet endroit. Il est curieux de savoir comment Shiverey l'a compris et comment il sait qu'il n'est pas mort. La pensée de Shiverey est simple. Personne arrivant à Chaos ne décrit sa mort de la manière dont notre héros l'a décrite, étant amené ici par quelque chose hors de son contrôle. Shiverey comprend que Jae-wan se sent menacé par quelqu'un bien qu'il ne le révèle pas directement. Il le présente simplement comme une incertitude. Ensuite, Shiverey s'excuse pour les espions qu'il a placés pour recueillir des informations. Cependant, notre protagoniste était déjà au courant de chacune de ses tentatives. Shiverey le félicite pour être si talentueux. D'après sa surveillance, il révèle que notre garçon est classé avec une cote de danger S et un pouvoir inconnu. Selon leurs calculs, son potentiel de dégâts est estimé à environ 380 millions de cornes. Puis, Shiverey demande s'il sait comment les gens appellent quelqu'un comme ça. Chong-Hayo répond brusquement qu'une telle personne est folle, tandis que Jair se demande si Jae-wan est un héros ou un fou. Shiverey explique que certains l'appellent un héros et d'autres un fou. Personnellement, il appelle des gens comme Jae-wan des protagonistes, parce qu'ils ont tous quelque chose en commun. Ils sont célèbres. Jae-wan devient confus et Shiverey souligne qu'il n'est pas du tout célèbre. Cela signifie que quelqu'un empêche l'information sur notre protagoniste de se répandre. Celui qui cache ces informations ne le fait pas par gentillesse. Sinon, il n'aurait pas eu tant de mal à entrer dans la forteresse à cause d'un certificat trivial. Shiverey continue en disant que Jae-wan est un protagoniste qui s'est retrouvé ici par hasard. C'est comme si notre héros fuyait quelqu'un de puissant, bien qu'il ne sache pas qui. Il se demande si cela pourrait être le maître des ténèbres ou l'un des 12 maîtres du grand royaume. Ensuite, Shiverey propose que Gorgon est prêt à offrir l'asile et ne posera aucune question. Cependant, Jae-wan demande soudainement si la forteresse de Gorgon est assez forte pour résister à la colère des 12 maîtres. Shiverey sent une opportunité et demande si c'est de lui qu'il fuit.
Notre garçon répond seulement que cela pourrait être l'un d'eux. Cela s'avère être une bonne nouvelle pour Shiver car les maîtres ne sont pas autorisés à intervenir directement dans tout ce qui se passe à Chaos. Ensuite, Jae-Wan veut savoir quel prix il devra payer. Shiver veut seulement qu'il sauve le seigneur du château. Environ 2 heures plus tard, Chongeyo, notre protagoniste, et un garde de l'ombre descendent les escaliers. Le garde de l'ombre mentionne que Khalfan, Javier et Mino se rétablissent dans la salle médicale, puis se tourne pour confirmer si Jae-Wan préfère vraiment rester sur le terrain d'entraînement plutôt que dans une suite VIP. Chongeyo cependant veut combattre notre héros pour voir ce qui est meilleur, son coup ou l'estocade de Jae-Wan, mais notre garçon ne le prend pas au sérieux. Voyant le manque d'intérêt de Jae-Wan, le vieil homme change de tactique et mentionne la tour d'expert qu'il a dégagée. Jae-Wan s'arrête, puis demande s'il sait quelque chose. Le vieil homme, cependant, ne donne rien gratuitement et dit qu'il ne parlera que si Jae-Wan peut le battre d'abord. Chongyo ne croit pas que notre protagoniste ait la moindre chance de gagner. Plus tard, Jae-Wan remporte une victoire décisive. Le docteur, cependant, demande un autre round. Jae-Wan jette un coup d'œil à la salle d'entraînement endommagée, résultat direct de leur combat. Il pense que le combat est déjà terminé, mais le vieil homme essaie de l'intriguer en affirmant qu'il a un coup final qui pourrait même tuer Jae-Wan, un coup qu'il a retenu. Le docteur, parlant depuis un trou, demande à Jae-Wan quel âge il a. Notre protagoniste répond qu'il a environ 60 ans, et le docteur crie, insistant sur le fait qu'il devrait montrer du respect, car Chongyo a au moins 1000 ans. Il dit que Jae-Wan devrait au moins considérer qu'il pratique son coup depuis près de 1000 ans comparé aux 60 ans de coups de poignard de Jae-Wan. Pourtant, notre garçon dit qu'il ne semble même pas que le docteur ait pratiqué pendant 10 ans. Cela met Chongyo en colère, qu'il attaque alors avec une autre puissante entaille, émergeant du trou et sautant haut. Son attaque fonce vers Jae-Wan comme une bête, mais notre héros se prépare à contrer l'attaque. Jae-Wan contre l'attaque de Chongyo avec son coup de poignard normal et tous deux reculent après l'affrontement. Le docteur loue le mouvement tandis que notre protagoniste est stupéfait de voir à quel point son adversaire est devenu fort, considérant qu'il a même survécu au coup de poignard normal. Chongyo, rempli de curiosité, demande le nom de la technique que Jae-Wan vient d'utiliser. Il l'appelle le coup de poignard normal, bien que Chongyo pense que le nom semble arrogant et suggère que cela implique que Jae-Wan a une technique encore plus forte. Notre garçon révèle alors qu'il possède effectivement une technique plus puissante. Chongyo est momentanément stupéfait, car la technique que Jae-Wan est sur le point de dévoiler lui rappelle le roi solitaire du chaos. Il se demande si cette attaque pourrait ressembler à celle du vrai roi, et il n'est pas sûr de pouvoir la bloquer ou non. Dès que Jae-Wan se prépare à la lancer et à annoncer son nom, Chongyo le déclare brusquement vainqueur, un regard fou sur le visage. Pendant ce temps, dans la 5e zone du Grand Royaume, Acier Inflexible, maître de l'acier, Aoyu, exige de savoir ce que fait le maître des ténèbres. Son assistant, nerveux, rapporte que le maître des ténèbres est actuellement en contact avec le chaos. Haoyu est surpris car tous les maîtres avaient convenu de rester à l'écart du chaos. L'assistant, tremblant, suggère à Haoyu de le voir par lui-même. Il présente des images de Jae-Wan, franchissant seul le 99e étage. Haoyu reconnaît avoir entendu parler du garçon qui a battu une tour d'expert, et suppose que l'histoire est fausse, mais apprend bientôt que Jae-Wan est le produit du maître des ténèbres. Ce produit n'a pas suivi les règles. Il a refusé de terminer le tutoriel et a commencé le jeu principal en perçant le plafond et en entrant dans le chaos. Le maître de l'acier est curieux de savoir comment un mortel a pu faire cela avec un cultivateur attendant au 100e étage. Ce qui capte son intérêt, c'est que Jae-Wan a tué le cultivateur pour s'échapper. Aoyu trouve cela incroyable, mais l'assistant insiste sur le fait que le maître des ténèbres du 9e royaume le jure. Il s'avère que cela se produit depuis un certain temps. Le maître des ténèbres s'est mêlé au chaos et plusieurs zones ont secrètement été en contact avec lui. Curieux des actions du 9e royaume, Haoyu demande à l'aide de notifier ceux dans le chaos qu'il souhaite visiter, bien qu'il précise qu'il n'a pas l'intention d'interférer. Il ordonne également que 10 gardes d'élite de niveau Hoer soient assignés et veut que le propre guerrier de Haoyu se joigne. L'aide, soulagé de ne pas s'être fait crier dessus, se dépêche de faire les préparatifs. Haoyu, quant à lui, pense à Chongyo et à ses manières imprudentes. De retour dans la salle d'entraînement, le vieil homme supplie Jae-Wan de ne pas utiliser cette attaque, allant même jusqu'à étreindre Dagbul par désespoir. Bien que contrarié, notre protagoniste veut que le vieil homme lâche son épée. Lorsque Chongyo recule enfin, il reste profondément préoccupé par la façon dont un tel mouvement a pu être maîtrisé en seulement 40 ans. Jae-Wan déclare simplement qu'il a poignardé 10 milliards de fois. Chongyo trouve cela ridicule en soulignant que cela nécessiterait de s'entraîner 80 fois par seconde sans dormir, ni se reposer pendant 40 ans. Cependant, ce n'est pas ce que notre garçon a fait puisqu'il peut poignarder 100 fois par seconde et il n'a même pas besoin d'une épée pour le faire. Il pourrait poignarder sans en avoir une. Chongyo est complètement abasourdi. Il a senti quelque chose de différent chez Jae-Wan dès le début, mais il n'a jamais réalisé l'ampleur. Ce n'est pas seulement son aura. Chaque fois qu'il poignarde, on dirait que chaque mouvement est rempli de haine pour le monde, canalisant une rage pure dans l'attaque. Il est difficile de décrire, mais c'est comme si notre héros poignardait le monde lui-même, même sans l'âme, chaque mouvement étant devenu une estocade en essence. Jae-Wan remarque l'expression de Chongyo et répète qu'il a fait 10 milliards de coups.
Après cela, il montre à Chonggyo le serment qu'ils ont signé avant leur duel. Il s'avère que le docteur avait juré sur chaque belle fille du monde et sur son propre honneur d'accorder un souhait à Jae-wan s'il le battait. Chonggyo est certain que le gamin demandera quelque chose d'étrange ou de farfelu, mais tout ce que notre protagoniste veut, c'est que ces questions trouvent des réponses. Le docteur propose qu'ils sortent pour discuter. Une fois à l'extérieur, Jae-wan commence par demander ce qu'est une tour d'expert. Tous deux connaissent les démons de rêve qui créent ces tours et Chonggyo explique le système de classement. En général, les tours sont classées entre S et F, mais certains démons de rêve peuvent construire des tours de rang S même en tant qu'apprentis. Ces individus deviennent ensuite des maîtres connus sous le nom d'experts. Cependant, toutes les tours construites par des experts ne sont pas classées comme des tours d'experts. Seuls ceux qui sont vraiment spéciaux et complètement indépendants de la cultivation comptent comme tels. Personne ne connaît vraiment le véritable but de ces tours, mais une chose est certaine. Les démons de rêve experts sont curieux de la véritable nature du monde. Un petit pourcentage de ceux qui franchissent ces tours sont connus comme les éveillés. Par curiosité, Jae-wan demande si Chonggyo en fait partie. Le vieil homme explique qu'il vient de la 4e tour de l'expert Melval, une tour nommée Moby Dick. Même les premiers niveaux l'ont forcé à combattre des baleines, et il s'en est à peine sorti. De nombreux grands guerriers y ont péri. Il en rit maintenant bien qu'il admette que c'était un cauchemar. Chonggyo a l'impression que notre garçon a aussi survécu à une tour comme ça. Alors il veut savoir quelle tour Jae-wan a conquise. Il s'avère que c'était celle de Moulak. Chonggyo s'arrête de marcher dès qu'il entend le nom. Il n'aurait jamais pensé rencontrer un éveillé qui a franchi la tour de Moulak. Jae-wan, curieux, demande s'il connaît Moulak et Chonggyo hoche la tête car Moulak était l'un de ses coéquipiers. Il est rare de voir une quelconque émotion sur le visage de Jae-wan, mais même lui semble intrigué en apprenant que Chonggyo a marché avec Moulak. Comme cette histoire est un peu longue, Chonggyo propose qu'ils fassent une promenade. Finalement, ils se retrouvent tous les deux dans une taverne. Celle qui les sert est Claire, qui devient visiblement agacée lorsqu'on lui demande si elle tient maintenant un stand de nourriture en plein air. Elle est un peu irritée de voir notre garçon et rappelle à tout le monde qu'un certain quelqu'un a détruit sa bonne vieille taverne. Jae-wan, toujours observateur, remarque des choses alors que la bière est servie, un fait que le docteur ne manque pas. Chaos est un monde plein de morts. Pourtant la nourriture persiste. Jae-wan et le docteur partagent un trait commun. Ils perçoivent une réalité dans le chaos que la plupart des autres ne peuvent pas. Chonggyo explique pourquoi la nourriture existe dans un pays où personne n'a faim. Le chaos originel n'était pas toujours aussi sombre. C'était autrefois un lieu béni, un refuge où les gens pouvaient échapper à la guerre et vivre en paix, voire célébrer la vie. Soudain, ils entendent des hommes se battre comme à l'extérieur d'un bar typique, et le docteur sourit en demandant ce que notre protagoniste pense qu'il se passe. Jae-wan suggère que ce sont probablement juste des ivrognes qui se battent. Cependant, après avoir pris une gorgée, il réalise qu'il n'y a pas d'alcool, c'est juste de l'eau. Il s'avère que dans le chaos, les gens ne peuvent pas se saouler, ressentir la faim ou mourir. Tout ce qu'ils font, c'est imiter les rituels pour la culture. Dans un endroit comme celui-ci, les humains aspirent encore à leur vie passée, à la douceur des limites, à l'ivresse et même à la douleur. Ils ont commencé à agir comme s'ils avaient faim ou étaient ivres, prétendant avoir des corps vivants et des cœurs battants. Mais ce n'est pas tout, certains en voulaient encore plus. Il y avait une expédition célèbre appelée l'expédition de l'abîme dans le chaos. Ce voyage était une quête pour le fruit de la résurrection, un prix censé restaurer la véritable vie. Jae-wan est stupéfait et même un peu intéressé d'en entendre parler. La seule façon d'obtenir le fruit de la résurrection est de voyager à travers l'abîme jusqu'à atteindre la fin de ses branches. Au moment où l'expédition a commencé, Chonggyo s'était déjà éveillé et était plus jeune. Environ 150 ans, de manière inattendue, Moulak a dirigé l'expédition. Un flashback se déroule alors que Moulak parle à Cheongyo, le félicitant de s'être éveillé sans perdre ses émotions. Chonggyo, cependant, est en colère et lance même sa lame sur Moulak, insistant sur le fait que les démons n'ont rien à faire ici. Ils devraient rester dans leurs chambres à construire des tours. Il est contrarié par tout le système de cultivation. Moulak, pour sa part, s'excuse à plusieurs reprises pour tous les démons qui ont construit des tours, puis révèle sa véritable raison de rejoindre l'expédition de l'abîme. Il veut atteindre la fin, trouver une autre tour et mettre fin à la cultivation. Chonggyo est complètement choqué. C'est bizarre d'entendre un démon des rêves parler de mettre fin à la cultivation, le métier même pour lequel ils sont connus, la seule chose qu'ils font vraiment. Jae-wan interroge à nouveau le docteur sur ce qui est arrivé à l'expédition. Chonggyo admet qu'il n'est pas allé plus loin que l'entrée de l'abîme. Il est resté en arrière. Cependant, on dit que Moulak a atteint le sommet de l'arbre des illusions d'où les fruits ont commencé à tomber, permettant aux autres de retourner au chaos. Jae-wan se demande pourquoi le vieil homme reste dans le chaos, puisqu'il a supposément obtenu le fruit. Claire revient pour servir plus de nourriture et lance un regard appuyé au docteur alors qu'il déforme l'histoire. Elle explique que l'expédition n'a jamais vraiment été un succès, mais le docteur n'est pas d'accord, insistant sur le fait que Claire n'était pas là et n'a pas été témoin de sa gloire. Il soutient qu'ils ont réussi à récolter le fruit et qu'il en est fier. Cependant, lorsqu'ils revenaient, les patriarches, les seigneurs des terres tout-puissantes, attendaient pour prendre tous les fruits. Les maîtres de forteresse et les chefs des 10 factions n'avaient aucune chance contre la force écrasante que ces dirigeants titrés apportaient. Ils n'étaient pas à la hauteur.
Le fruit a été repris, volé à eux. Pourtant les monarques utilisent toujours le fruit quand ils meurent, et continuent de le faire depuis plus de 9 siècles. Notre protagoniste pense que c'est probablement pourquoi tout le monde a l'air si abattu tout le temps. Peu importe combien ils font semblant, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir une vraie vie pour eux-mêmes, parce que les seigneurs ont revendiqué ce droit pour eux-mêmes. Penser à Moulak suscite une idée dans l'esprit de Jaewan. Avant qu'il ne puisse demander au vieil homme, Cheongyo s'est déjà évanoui. Comment est-ce possible? Ils ne buvèrent que de l'eau? Claire précise que Cheongyo agit comme s'il était ivre depuis 1000 ans. Elle ajoute ensuite que Moulak n'a jamais été revu après cela. Il a simplement disparu. Alors que Claire explique, James entre, impatient de remercier Jaewan personnellement d'avoir sauvé son capitaine. Notre garçon reste impassible. James doit même se réintroduire. Juste à ce moment-là, le capitaine de l'escouade d'extermination des démons, Jair, arrive l'air paniqué. Il rapporte qu'un problème majeur est survenu. Il s'avère que Jair est là pour donner une mise à jour sur l'état du maître de la forteresse. Quelques instants plus tard, Jair et Jaewan sont vus voyageant ensemble vers le château. Le maître de la forteresse est caché quelque part sous le château intérieur, profondément dans le sous-sol. L'esprit de Jaewan se rappelle instantanément de l'offre du Premier ministre. Gorgon servira de refuge sûr pour lui sans répercussion pour les dégâts qu'il a causés, à condition qu'il rende à Gorgon la faveur d'aider le Seigneur. Jair explique que le Seigneur est devenu critique beaucoup trop souvent ces derniers temps, perdant généralement le contrôle environ une fois par semaine. Mais cette fois, la situation est différente. Notre protagoniste soupçonne déjà que le maître de la forteresse se transforme en mort-vivant. Jair continue d'expliquer que le Seigneur est un homme bon et aussi un survivant de l'expédition de l'abîme. Il est inquiet parce que Cheongyo ne se réveille toujours pas et notre garçon est censé effectuer le coup de l'immortel. Cependant, tout ce que Jaewan a fait jusqu'à présent, c'est imiter le vieil homme. Rien de plus. Dès qu'ils atteignent le château, ils commencent à sentir des tremblements sous leurs pieds. Jair reconnaît immédiatement que c'est l'œuvre du maître de la forteresse. Soudain, ils aperçoivent 2 capitaines de tour devant eux, bloquant leur chemin. Jair essaie d'expliquer la situation aussi brièvement que possible, mais le capitaine de tour insiste sur le fait qu'ils ont des ordres et ne peuvent laisser passer personne. Jair trouve cela étrange et commence à se demander de qui ils suivent les ordres, réalisant finalement que les deux ont l'intention d'aller à l'encontre des volontés des cieux. Pour eux, le seul ciel est le ciel interdit. Les capitaines se demandent alors à voix haute si Jaewan est celui capable d'exécuter le coup mortel des morts vivants. Les 2 capitaines se préparent à attaquer, mais avant qu'ils ne puissent frapper, Jair pousse notre héros de côté pour le protéger. Jair seul parvient à gérer les 2 capitaines, ce qui impressionne même notre garçon. Pendant ce temps, Jair réalise que le clan du ciel doré a réussi à étendre son influence néfaste à l'intérieur du château. Ces 2 capitaines représentent essentiellement le clan du ciel interdit, des personnes qu'il ne savait pas être à l'intérieur de la forteresse. Il les appelle franchement des gens de la forteresse extérieure. Jair essaie de les intimider, leur rappelant son propre statut, mais les capitaines insistent sur le fait qu'ils sont devenus plus forts. Pourtant, Jair les exhorte à prêter à nouveau allégeance au seigneur du château, leur assurant que le pardon leur sera accordé. Ils se moquent de lui, remettant en question la valeur du maître de la forteresse qu'il défend. Selon eux, ce qui est enfermé au cœur du château n'est pas un maître de forteresse, mais une abomination, quelqu'un qui ne peut pas contrôler ses propres pouvoirs et donc ne peut pas contrôler Gorgon. Ils remettent en question l'idée que Jair continue de lier un homme qui ne comprend même pas le bien aux volontés du ciel. Si c'est le cas, peut-être que le ciel n'est pas le ciel qu'on leur avait promis. Jair, cependant, a foi que le Seigneur reviendra,